Imaginez que vous voyez votre vie parfaite s'effilocher sous vos yeux. Chad Martin était un homme tranquille et fiable, vivant un mariage apparemment idéal. Mais lorsqu'il a commencé à soupçonner que sa femme bien-aimée, Lily, cachait quelque chose, il a pris une mesure radicale, engagé un détective privé. Qu'a-t-on découvert au cours de ces 2 semaines? Des chambres d'hôtel, des réunions secrètes et une trahison dévastatrice. La vérité choquante sur la double vie de Lily vous laissera sans voix. Jusqu'où iriez-vous pour découvrir les secrets qui se cachent à la vue de tous? Continuez à regarder pour le savoir. J'ai pris le train de la ligne centrale à Luton, après être venu en voiture d'Abbess Roding, comme je le faisais tous les matins. Dans cette région du nord de l'Essex, plusieurs villages portent le suffixe Roding. Ils tirent leur nom de la rivière Roding qui, prenant sa source dans les hauteurs de l'East Anglian, s'écoulait vers le sud en serpentant à travers le comté, changeant de nom en cours de route pour devenir Barking Creek avant d'ajouter ses eaux à celles de la Tamise. Roding se prononce parfois Rooding, un nom qui remonte à l'époque anglo-saxonne où la rivière était connue sous le nom de Rodinga. Les premiers Anglais prononçaient la lettre D comme TH. Il est tout à fait remarquable que nous vivions tous les jours dans cette île à côté de vestiges de plus de 1000 ans d'histoire. Il était plus pratique de prendre le train à Luton, car le parking y était beaucoup plus grand qu'à Ongar. La ligne Ongar-Epping avait d'ailleurs été suspendue en 1994, peut-être parce que peu de gens, comme moi, l'utilisaient. Le voyage en train était simplement un temps de réflexion, mon subconscient cochant les gares sans que j'aie à en lire les panneaux. J'avais fait ce trajet tellement de fois que regarder par la fenêtre n'avait plus d'intérêt, toujours la même chose. L'arrière des maisons mitoyennes construites après le prolongement de la ligne dans l'Essex, un ruban d'humanité suivant la voie ferrée vers des champs verts échappant à la poussière et à la saleté de Londres. Les gares de marchandises, autrefois très fréquentées, sont devenues des parkings bondés dans les gares situées le long de la ligne, car il s'agit désormais d'un territoire de banlieue. Mes oreilles reconnaissaient le cliquetis des autres lignes qui s'étendaient dans la grande banlieue et rejoignaient l'artère qui m'alimentait, ainsi que des milliers d'autres, dans le mall du commerce qu'était la City. Le gémissement des moteurs électriques lorsque le train accélérait, puis un rugissement et une pression sur les tympans lorsque le train descendait dans des tunnels à peine plus larges que le wagon lui-même, m'indiquaient que nous venions de quitter Laiton. Une pente nous a ramenés dans la lumière à Stratford, suivie d'une autre descente dans un tunnel. Aucun de ces éléments ne détournait mon attention du journal du matin, mais ils étaient suffisamment ancrés dans mon subconscient pour que je sache exactement où je me trouvais sans regarder par la fenêtre. Je l'ai remarqué à l'arrivée à Mile End où des centaines de personnes ont quitté le central en traversant le quai pour rejoindre la District Line et d'autres centaines se sont entassées dans les espaces qu'elles avaient laissés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des places debout. L'arrêt suivant était Bethnal Green, d'où je devais partir. Le wagon était si serré que je commençais à me diriger vers les portes dès que le train quittait Mile End. Je passais devant des corps qui étaient confinés par d'autres corps dans le wagon serré. L'écrasement qui s'ensuivait me forçait à une intimité plus étroite avec ces étrangers qu'eux ou moi ne l'aurions souhaité. Les seins, les hanches et les fesses étaient frôlés et pressés involontairement tandis que je me débattais dans la foule, ma mallette se prenant dans les jupes et entre les jambes, entravant ma progression. J'atteignis enfin les portes au moment où le train s'arrêtait en grinçant. Avec un sifflement, les battants se sont ouverts et j'ai poussé pour sortir en luttant contre la vague de passagers qui montaient dans le train. Sortir de la gare à l'air frais était un plaisir. Le métro londonien, en vertu du fait qu'il est le plus ancien système de transport de masse souterrain au monde, souffre de certains problèmes. Le plus immédiat était l'absence d'air conditionné, mais les aventuriers de l'époque victorienne et édouardienne qui ont construit le système ne pouvaient pas prévoir l'avènement de cette commodité particulière. Ils n'avaient pas non plus prévu qu'un si grand nombre de personnes voyageraient dans ce système. Mon bureau, situé dans Hall Street, n'était pas très loin et j'appréciais cette marche courte mais rapide. Une porte sur le côté d'un marchand de journaux donnait accès à un escalier raide. L'immigré Pendjabi qui tenait le magasin m'a salué joyeusement lorsqu'il m'a vu, en faisant mine d'examiner sa montre-bracelet. C'était son commentaire sur ma ponctualité invariable. Une autre porte en haut de l'escalier permettait d'entrer dans le hall d'entrée de ma suite de bureaux. 2 pièces, la plus grande à l'avant était le bureau avec ma table et mes classeurs, et l'autre pièce plus petite était devenue une cuisine avec des toilettes dans le coin. Ce n'était pas vraiment une suite luxueuse, mais cela me convenait car je n'avais pas de personnel. J'ai posé ma mallette sur le côté de mon bureau, le papier sur le classeur et je suis passé dans la cuisine, j'ai rempli la bouilloire et je l'ai branchée pour la faire bouillir. De retour à mon bureau, j'ai vérifié s'il y avait des messages sur mon téléphone et j'ai noté sur mon bloc-notes ce qui était important. J'ai déverrouillé le classeur et sorti le dossier sur lequel je travaillais. Il s'agissait des comptes d'un de mes clients. J'étais expert comptable et c'était mon monde. Mon nom. Enfin, cela n'a pas vraiment d'importance, car j'ai eu plusieurs pseudonymes. À l'école,
On m'a d'abord appelé Jessie en raison de mon manque de taille et de poids, je ne mesurais qu'1,90 m et pesais environ 1 kg. Je mesure toujours 1,80 m, mais j'ai pris du poids. Ceux qui m'appelaient Jessie étaient des garçons plus grands, des brutes qui s'en prenaient à moi en toute impunité. J'y ai appris une leçon précieuse, en plus des leçons officielles. J'ai appris que le monde fonctionnait sur la base de compromis. Les brutes qui ne se souciaient pas trop d'étudier, car elles allaient de toute façon sombrer dans la délinquance, devaient tout de même passer des examens et il ne fallait pas qu'elles soient considérées comme les cancres de la classe. En revanche, je m'appliquais à suivre les cours et je me retrouvais bientôt dans une situation où ils avaient besoin de mes connaissances. Une trêve difficile s'est alors instaurée. Je les aidais en faisant leurs devoirs, en prenant des notes pour les examens et ils s'en prenaient à quelqu'un d'autre tout en me protégeant des autres intimidateurs potentiels. Me sentais-je coupable que d'autres soient ensuite la cible de leur brimade? Non. J'ai grandi dans l'East End de Londres et dans ce monde, il y a toujours eu des forts et des faibles, la violence étant quotidienne. La force n'était pas toujours le muscle et les hommes ont appris très tôt à utiliser tous les talents dont ils disposaient pour survivre. Les gens qui n'habitaient pas Londres me qualifiaient de cockney, mais ils avaient tort car je n'étais pas né au son des « Bobel ». Mon père était docker. Il faisait la queue tous les matins aux portes des docks avec tous les autres pour voir si le contremaître avait du travail pour lui ce jour-là. Il a été tué alors qu'il travaillait dans la cale d'un navire, lorsque le filet qui hissait une charge s'est rompu. Le contenu du filet, des noix du Brésil, lui est tombé dessus. Les dockers étant toujours des travailleurs occasionnels, ils ne bénéficiaient d'aucune assurance ni d'aucune indemnisation. Après sa mort, ma mère a fait 3 ménages pour m'habiller et s'assurer que j'étais bien habillé lorsque je suis allé à l'école. Mon entrée au lycée a été un problème supplémentaire pour elle, car j'avais alors besoin d'un équipement sportif pour le cricket en été et le rugby en hiver. Elle s'est débrouillée, se privant souvent pour que j'aie ce dont j'avais besoin. Lorsque j'ai eu 23 ans et que j'ai passé mes examens de comptabilité, elle est partie. Je soupçonne qu'elle avait un ami homme pendant toutes ces années après la mort de papa et qu'elle a décidé qu'après avoir fait son travail, elle pouvait maintenant avoir sa propre vie. Je pouvais me débrouiller seul. Je ne l'ai plus jamais revu ni entendu. Plus tard, à l'école, le nom de « Jessie » a été oublié et je suis devenu Jess, peut-être parce que les brutes ont accepté que je leur sois plus utile en dehors de l'école que comme cible de leurs jeux cruels. Ces brutes avaient en effet embrassé la vie criminelle et m'appellent toujours Jess, car je m'engage maintenant à ce que leur compte reste correct pour le fisc. Ils ne peuvent pas déclarer que la majorité de leurs revenus provient des produits du crime. J'ai donc créé des entreprises qui leur permettent de déclarer des bénéfices tout en leur laissant la majeure partie de leurs revenus non imposés et intouchables. J'ai bien profité de cet arrangement, mes revenus sont déclarés et taxés en conséquence, bien qu'une somme non négligeable soit cachée sur des comptes à l'étranger, à l'abri de nos politiciens avides. Pour le fisc, je suis un comptable honnête et j'ai beaucoup de succès. J'occupe également une position que l'on pourrait qualifier de criminellement diplomatique. Londres et toutes les autres grandes villes ont tendance à être paroissiales. Les patrons définissent chacun une zone qu'ils appellent « la leur » et approuvent ou refusent les projets des petits voleurs à l'intérieur de leurs frontières. La fraternité criminelle, généralement dotée d'une nature instable, n'est pas douée pour se parler. De temps en temps, M. Brown me demandait de discuter d'un problème avec M. Green. J'avais la chance d'être d'une nature calme et non combative, ce qui me permettait d'aborder le problème et de trouver une solution. Les guerres de gangs ne sont pas bonnes, elles attirent trop l'attention des journaux et de la police. La diplomatie tranquille permet au crime de prospérer sans attirer l'attention. M. Brown et M. Green sont bien sûr des pseudonymes, tout comme le mien, M. Smith, lorsqu'ils se réfèrent à moi. Je connais bien sur leurs véritables identités, puisque, comme je l'ai dit, j'ai été à l'école avec nombre d'entre eux. Les commissions perçues pour ces services constituent la base de mon filet de sécurité non imposé. La criminalité a évolué ces dernières années. Les attaques de banques et de fourgons blindés sont de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, le crime prospère grâce à la fraude sur Internet, au vol de cartes de crédit et de débit et au clonage. La plupart des gens se promènent avec des milliers d'euros à leur disposition dans leur sac à main ou leur poche, sous la forme de petites cartes en plastique. Mes clients en profitent. Il s'agit presque d'un crime sans victime, car les perdants sont les banques et les compagnies d'assurance. Je ne me fais pas d'illusions. Je suis autant un criminel que mes clients, simplement parce que je garde leur confiance. Selon la loi britannique, la conspiration est tout aussi coupable que le crime lui-même. Notre système fonctionnait bien, mais je commençais à douter de pouvoir en dire autant de mon mariage. Je commençais à penser que Lily, ma femme, avait quelque chose à cacher. Je n'avais aucune preuve positive, aucun détail, aucune photo, aucun appel mystérieux, aucune absence inexpliquée. C'est l'absence de certains détails qui a éveillé mes soupçons. Les comptables examinent les détails que d'autres ignorent.
Les factures de carte de crédit arrivent et la plupart des gens regardent le solde avec désinvolture et paient, ou les ignorent complètement, laissant le prélèvement automatique qu'ils ont mis en place gérer le compte. Ce n'est pas mon cas. J'ai examiné de près chaque poste et les intérêts facturés. Si vous croyez que les sociétés de cartes de crédit ne font pas d'erreur, vous vivez dans un pays de nuages. Au cours des derniers mois, Lily a ajouté à sa garde-robe une jolie robe et un tailleur très élégant. Même moi, j'ai pu constater qu'il n'était pas bon marché. Au début, j'étais content qu'elle veuille être belle pour moi et elle les apportait lors d'événements sociaux auxquels nous avons assisté ensemble. En général, elle les portait au travail. Ils étaient probablement d'une qualité supérieure à celle que j'aurais jugée convenable pour le travail. C'est la curiosité qui m'a poussé à voir combien elle coûtait. Le détail qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'aucun débit n'apparaissait sur son relevé de carte de crédit. Le relevé bancaire, il s'agissait d'un compte joint, n'indiquait pas non plus de frais. Il n'y avait pas non plus de retrait de sommes importantes en espèces pour couvrir le coût, de sorte que Lily avait obtenu ses vêtements gratuitement. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de mes années de formation, c'est que l'on n'obtient rien pour rien dans ce monde. Il se peut qu'il lui ait été fourni pour son travail, après tout les réceptionnistes doivent être beaux pour donner la première impression de leur employeur. L'autre idée qui me dérangeait était que quelqu'un, probablement un homme, les avait achetés pour elle. Y a-t-il eu un échange quelque part? Si un homme achetait des vêtements à une jolie femme, c'était généralement à la condition qu'il soit autorisé, à un moment ou à un autre, à les retirer à la personne qui les portait et à profiter de la jolie femme lorsqu'elle n'était pas habillée. Y avait-il un autre homme sur la photo? Je ne saurais le dire, si ce n'est qu'il faut enquêter sur ce point. Je pouvais en faire une partie moi-même, mais pour la plus grande partie de l'enquête, j'avais besoin de trouver d'autres personnes qui pourraient m'aider. J'avais rencontré Lily lorsque j'avais rendu visite à un client. C'était une réceptionniste nouvellement embauchée, et elle était parfaite pour le poste. Jolie, mais pas belle, elle avait des manières qui faisaient que c'était un plaisir de lui parler. Son visage était sans artifice et reflétait son humeur. Elle souriait facilement à son interlocuteur et possédait un talent d'empathie qui attirait l'autre vers elle. Lily était une Essex Girl, une appellation qui est devenue une plaisanterie au Royaume-Uni. Certes, elle portait des talons aiguilles, mais la couleur de ses chaussures était toujours assortie à celle de sa robe, et elle portait rarement du blanc. Si elle dansait autour de son sac à main au milieu d'un club, c'était uniquement pour le protéger des travailleurs affairés de quelqu'un comme Frank. Il m'a dit un jour que la plupart des cartes de crédit, libérées, qu'il recevait étaient empruntées à des gens dans les boîtes de nuit. J'ai rendu visite à ma cliente fréquemment et j'ai appris à la connaître assez bien. Elle n'était pas très intelligente, d'après ce que j'ai compris en discutant avec elle, et elle serait la première à l'admettre, mais elle écoutait et posait des questions pour essayer de combler les lacunes de son éducation. Elle était orpheline et avait été élevée dans un foyer pour enfants, ce qui expliquait la pauvreté de son éducation. Elle savait cependant comment se présenter, toujours élégamment habillée et avec un maquillage impeccable. J'ai été surpris lorsqu'elle m'a fait savoir qu'elle accepterait de sortir avec moi. Pour notre premier rendez-vous, je l'ai emmenée manger dans un bon restaurant. Elle était tout à fait à l'aise avec sa personnalité et n'essayait pas de jouer la comédie. Notre conversation s'est déroulée facilement et nous avons passé une soirée agréable. D'autres rendez-vous ont suivi, au concert, au théâtre et à la danse. Lily était consciente de nos tailles respectives, elle était de la même taille que moi et portait des chaussures plates lors de nos rendez-vous, alors qu'elle portait des talons hauts au travail. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème pour moi si elle voulait porter des talons hauts. Tu es sûr? Ce n'est pas un problème. J'ai répondu. J'ai regardé les gens en l'air toute ma vie, et te regarder en l'air est la meilleure chose qui soit. À partir de ce moment-là, Lily a porté des talons hauts qui lui allaient à ravir. Ses jambes étaient une œuvre d'art. Je lui ai demandé de m'épouser, et ses larmes ont coulé sur son visage souriant lorsqu'elle a accepté. Nous avons passé notre lune de miel à Tenerife où Lily, qui malgré ses 25 ans était relativement innocente, s'est montrée très enthousiaste à l'égard de notre relation physique. J'étais de 5 ans son aîné et j'avais eu la chance d'apprendre auprès de quelques femmes expérimentées. J'ai été particulièrement satisfait lorsqu'elle s'est étonnée de la taille de mon appendice. Ma taille en aurait amené plus d'un à penser que j'étais proportionné à tous égards. En réalité, je n'étais pas plus grand que la moyenne. Mais sur mon petit gabarit, il paraissait grand. L'enthousiasme de Lily ne s'est pas démenti, même lorsque nous sommes revenus à la réalité du quotidien. La comptabilité est un métier ennuyeux et aride, mais qui paie très bien. Je pouvais me permettre de nous garder tous les deux, mais Lily aimait son travail et voulait le garder. Nous étions mariés depuis 3 ans lorsqu'elle a changé d'emploi pour travailler dans une entreprise de Chelmsford. Elle était à nouveau réceptionniste, mais comme elle l'a expliqué, il était plus facile de se rendre au travail à Chelmsford qu'à Stratford.
Le trajet entre Abbey's-Rodin et Chelmsford est d'environ 15 miles et lui prend une demi-heure. Le trajet jusqu'à Stratford lui prendrait au mieux 1 heure. Tout cela me paraissait raisonnable et j'ai remplacé sa vieille voiture par une Volkswagen Golf d'occasion afin qu'elle dispose d'une voiture fiable pour faire le trajet. Lily n'utilisait sa voiture que pour se rendre au travail et en revenir, et pour faire ses courses dans un supermarché proche de son travail. Nous avons utilisé ma voiture à part cela, elle était plus grande et plus confortable et Lily préférait qu'on la conduise. Les reçus des services effectués sur sa voiture se trouvaient dans mes dossiers et indiquaient le kilométrage exact. Je pouvais facilement calculer son kilométrage hebdomadaire moyen et estimer le kilométrage que sa voiture devrait afficher maintenant, alors quand j'en ai eu l'occasion un week-end, alors que Lily était dans son bain, j'ai vérifié le compteur kilométrique. Mon estimation tenait compte de quelques trajets supplémentaires au cours des 7 dernières semaines depuis l'entretien, mais Lily avait réussi à parcourir quelques 400 km de plus que ce que j'avais calculé. Ce n'est pas beaucoup, mais par rapport à la moyenne calculée à partir du nombre de jours entre les révisions, elle roulait en moyenne 60 km de plus par semaine. Où allait-elle pendant ces 60 km? Il était temps de trouver de l'aide. Je savais où je pouvais trouver Frank à 11 heures du matin. Il serait au Starlight. C'est un cliché, je sais, que les chefs criminels possèdent une boîte de nuit, mais il y a une raison à cela. Avec tant de gens qui allaient et venaient, il était difficile de dire qui parlait à qui et de quoi ils discutaient. Cependant, à cette heure de la journée, je n'étais qu'un comptable venu parler à un client. Frank venait d'arriver et buvait sa première tasse de café. Il m'en a servi un dès que je suis entré dans son bureau. Un problème avec les comptes, Jess? Frank avait commencé par être l'une des brutes de l'école, il y a quelques années. Non, Frank. J'ai secoué la tête. J'ai un problème. Un problème personnel. Je sais. Mais je ne suis pas chirurgien esthétique. Il a souri. C'était de la répartie rapide pour Frank. J'ai esquissé un mince sourire avant de poursuivre. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse suivre ma femme et me dire où elle va. Oh. Son visage est devenu sérieux. Vous ne pensez pas qu'elle est. Il a laissé la phrase en suspens. C'est une possibilité. J'ai dit, c'est une possibilité. Il a bu lentement une gorgée de son café. Puis il a hoché la tête. Il y a quelqu'un. Il me doit une faveur. Tout le monde doit une faveur à Frank. On ne le pense pas forcément, mais Frank sait obtenir des faveurs de la part des personnages les plus improbables. Je vais lui parler. Voulez-vous le rencontrer ici? Je peux le faire venir cet après-midi. J'ai réfléchi, puis j'ai acquiescé. Oui, Frank. Ce sera bien. Il sera discret. Il le sera. S'il sait ce qui est bon pour lui. Il nous a resservi du café à tous les deux. Jess. Si elle s'amuse, qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer? J'y avais pensé. Non. Si elle se bat, son avocat commencera à fouiller dans mes finances pour obtenir une augmentation de sa pension alimentaire. Je ne veux pas que quelqu'un fouille dans mes affaires. Cela pourrait révéler beaucoup de choses que nous préférerions tous les deux garder secrètes. Il a levé les yeux au ciel, inquiet. Non, je vois où vous voulez en venir. Alors qu'allez-vous faire? Je la laisserai partir à la dérive avec un paiement mensuel pour qu'elle se tienne tranquille. Je pourrais m'arranger pour un résultat plus permanent. Merci Frank. Mais non merci. Un corps a l'habitude d'être retrouvé. Nous ne voulons pas que des bouseux foulent le pas de nos portes. Et puis je ne pourrais pas faire ça à Lily. Tu l'aimes alors? Oui, je l'aime. Mais si elle s'amuse, elle s'en va. Je ne pourrais pas vivre avec elle. Jamais. Cet après-midi-là, je suis de retour au Starlight. L'homme attendait nerveusement. Une convocation de Frank avait généralement cet effet. Frank nous a présenté. Va. Voici Monsieur Smith. Il a besoin qu'on suive quelqu'un et qu'on lui fasse un rapport complet sur ses déplacements et les personnes qu'elle rencontre. Il s'est arrêté un instant pour laisser passer l'information, puis il a dit à Vin, d'un ton menaçant. Monsieur Smith est un très bon collègue. Je serais très contrarié si vous essayiez de le tromper. C'est compris? Vin acquiesce rapidement, la transpiration nerveuse luisant sur son front. Oui, Monsieur Weston. Qui vais-je suivre, et où? C'était une bonne question et j'y ai répondu. Vin devait savoir de qui il s'agissait et cela révélerait mon identité. C'est ma femme. Elle s'appelle Lily Martin. J'ai noté mon adresse pour lui. Je veux qu'elle soit suivie pendant au moins 2 semaines jusqu'à son travail à Chelmsford et partout où elle va à partir de là. Je veux des détails sur les personnes qu'elle rencontre en dehors de son travail et de son domicile. Si vous pouvez obtenir des photos, c'est encore mieux. Elle quitte généralement son domicile à 8h15 et conduit une VW Golf argentée. J'ai repris le morceau de papier et j'ai noté le numéro d'immatriculation.
Il a regardé l'adresse. Où se trouve cet endroit? Abbess Roding. J'ai pensé que c'était un bon début. C'est à environ 6 miles au nord de Chipping-Ongar. Son visage s'est éclairci. Il savait où se trouvait Chipping-Ongar. D'accord, monsieur Martin. Je serai là demain. Puis il m'a mis d'humeur plus assurée. Cette Abbess Roding est-elle petite? Si c'est le cas, je vais me faire remarquer. C'était un bon point. Oui, c'est vrai. Une voiture par heure, c'est beaucoup pour Abbess. J'ai réfléchi un instant. Je vais vous dire, elle utilise d'abord des chemins de campagne, mais elle tourne sur la A1060 juste au sud de Margaret Roding. C'est une route très fréquentée, tu pourras donc la suivre sans te faire remarquer. Laissez-moi faire. Monsieur Martin. Où puis-je vous contacter? Appelez-moi à mon bureau. Je lui ai donné ma carte. Il l'a glissée dans son portefeuille et s'est levé. Je vous appellerai dans quelques jours pour vous faire un rapport sur l'état d'avancement du projet. Lorsque Frank et moi nous sommes retrouvés seuls, il a commandé un autre café. Je n'arrive pas à te comprendre, Jess. Tu es l'homme le plus calme que j'ai jamais connu. Même maintenant, tu es calme et tu réfléchis. Tu ne te mets jamais en colère? Oui, Frank, ça m'arrive. D'ailleurs, je suis sacrément en colère en ce moment. Mais la colère n'est pas la bonne façon de gérer quoi que ce soit. Tu dois réfléchir avant de faire quoi que ce soit qui pourrait te retomber dessus. Et tu vas attendre, ça va être quoi, 2 semaines? 3? Ou plus. 20 voudra en tirer un revenu, disons un singe par semaine plus les frais de voiture. Et s'il ne trouve rien? Alors je serai soulagé de voir qu'elle ne joue pas au plus fin. Mais mon instinct me dit que c'est le cas. Chapitre 2. J'ai continué comme d'habitude. J'étais bien conscient de la façon dont les gens me voyaient, un petit homme calme et inoffensif, portant un costume gris anthracite à rayures, portant une mallette, en fait j'encourageais cette image. Des centaines de personnes comme moi se rendent chaque jour au travail. Nous travaillons à notre bureau, entourés de paperasse, secs comme la poussière, fiables et ennuyeux et, surtout, quelconque. J'aimais être banal. Pourtant, beaucoup de ces hommes avaient un secret. Pour certains, il s'agissait d'un petit secret, comme lire des magazines à l'heure du déjeuner avant de rentrer à la maison auprès de leur femme aimante qui ne pourrait jamais être aussi excitante que la fille sur la page. Pour d'autres, c'était le jeu ou l'alcool, le besoin de placer un pari sur une chose sûre ou le verre subreptice dans le pub local avant de prendre le bus ou le train pour rentrer à la maison. J'avais mes secrets. Le premier était mon lien avec la classe criminelle, même Lily ne le savait pas. Le second était que je faisais suivre Lily, la femme que je vénérais. Mon cerveau sec, logique et mécanique avait reconnu l'existence d'un problème potentiel et avait trouvé le moyen d'en savoir plus. Et si plus de connaissances signifiait la fin de mon mariage? Mon cerveau m'a donné la réponse, mon cœur n'a pas voulu l'écouter. Lily occupait une place particulière dans ma vie. Pas seulement parce qu'elle était belle à regarder. Elle avait la capacité de rendre ma vie amusante. Mon travail, comme beaucoup peuvent l'imaginer, ne laissait aucune place à la gaieté. Il s'agissait d'une attention minutieuse aux détails et aux règles de la comptabilité. Lorsque je suis rentré à la maison, Lily m'a sorti de cette enveloppe. Elle était pleine de joie de vivre, tellement qu'elle en avait assez pour que cela rejaillisse sur moi et fasse de ma vie à la maison une période de rire, de bonheur et de plaisir. Si elle me trompait, cette vie s'arrêterait et mon chagrin et ma douleur seraient inconsolables. Vint m'a téléphoné le lundi suivant. J'ai quelque chose à vous dire, monsieur Martin. Je peux vous le dire par téléphone ou voulez-vous qu'on se rencontre? Je voulais me préparer à cette éventualité et je lui ai demandé de me rencontrer au Starlight. Même si Frank n'était pas là, le personnel me connaissait suffisamment pour me laisser un peu d'intimité. Je te verrai au Starlight, à 2h30. Vint s'est excusé auprès de moi. Je suis désolé, monsieur Martin, mais je suis certain que votre femme prépare quelque chose. Il saurait faire à ses notes. Je l'ai suivie au travail tous les jours. Du mardi au jeudi, elle a travaillé toute la journée, ne sortant que pour aller chercher un sandwich au supermarché situé juste en bas de la rue. Vendredi, elle est partie à 11h30 dans sa voiture. Elle avait un passager. Je l'ai suivi jusqu'à Markstay, où ils sont allés déjeuner dans un hôtel. Ils sont sortis à 2h et ont repris le chemin du travail. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai posé quelques questions. Ils vont généralement déjeuner une fois par semaine, comme je l'ai observé vendredi. Ils déjeunent régulièrement depuis environ 5 semaines. J'ai appris qu'il avait réservé une chambre pour une visite et qu'il y avait passé quelques heures. Mais mon informateur n'a pas pu affirmer avec certitude que votre femme était avec lui ce jour-là. Mais cela semble probable. Vin avait semblé répugné à me dire cela, et j'étais tout aussi malheureuse de l'entendre. Mon Dieu, Lily. Qu'est-ce que tu nous as fait? Je me ressaisis.
Comment as-tu eu cette information? J'ai travaillé dans un hôtel une fois. Tu ne demandes pas à la réception, tu coinces un des portiers. Ils savent tout ce qui se passe et sont ravis de parler une fois qu'on leur a offert quelques notes. Est-ce qu'ils savent qui fait les réservations? Oui. La chambre du portier est équipée d'un ordinateur connecté à la page des réservations, de sorte qu'ils savent où emmener les valises lorsqu'un client arrive. Qui est l'homme avec qui elle déjeune? Il s'appelle Bennington. W.A. Bennington. Je connaissais ce nom, c'était le directeur général de la société pour laquelle travaillait Lily. Je suis resté assis en silence, essayant de me faire à l'idée. Vin n'avait rien prouvé, sauf que ma femme déjeunait avec son patron au moins une fois par semaine. C'était déconseillé pour elle, mais ce n'était pas de l'infidélité. Si elle me l'avait dit, cela aurait été acceptable, mais elle ne l'avait pas fait, ce qui en faisait un secret. Elle peut ou non avoir passé 2 heures avec lui dans une chambre d'hôtel. Il ne faut pas accuser quand on ne peut pas prouver. Il m'en fallait plus. Vin poursuivra-t-il l'observation? Oui, monsieur Martin. Il y a quelque chose. Bennington a réservé une salle à manger privée pour vendredi prochain. Il y aura lui et 3 invités. Je pourrais avoir accès à la salle avant, et un de mes amis pourrait installer des caméras numériques. Si vous pensez que cela peut aider. Je l'ai regardé. On ne les verra pas? Il a secoué la tête. Non, monsieur Martin. Ils sont si petits qu'il peut les mettre dans les douches d'air conditionné et les détecteurs de fumée. Prennent-ils des photos ou des vidéos? Vidéos. Il devra être assez proche pour charger les images sur un ordinateur. Le signal ne va pas très loin, mais il peut faire des captures d'écran à tout moment. Combien cela coûtera-t-il? Il réfléchit un instant, se demandant peut-être combien il pourrait me soutirer. 100 pour le porteur et 500 pour mon compagnon. J'ai acquiescé. Fais-le. J'ai sorti mon portefeuille de ma poche intérieure. Voici 2000, disons le salaire pour la semaine et les dépenses. Cela devrait couvrir les frais de votre compagnon et du porteur. J'ai posé l'argent sur la table. Il ne l'a pas ramassé. Monsieur Martin. Je prends l'argent pour les dépenses, mais vous ne me devez rien pour les salaires. C'est une faveur pour monsieur Weston. J'ai levé les yeux, surpris. Va. Je sais que monsieur Weston s'attend à ce que les gens lui fassent une faveur. Votre faveur me profite et quand quelqu'un fait du bon travail pour moi, je pense que cela doit être reconnu, prenez l'argent. Je n'ai pas eu besoin de le lui dire 2 fois. L'argent a été ramassé rapidement. Merci, monsieur Martin. Nous avons quitté le Starlight ensemble. Il a tourné à gauche et j'ai hélé un taxi. Le club était très proche de Canary Wharf et les taxis noirs abondaient dans le quartier. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, quand ils étaient aussi rares que des dents de poule. À l'époque, aucun habitant des Docklands ne pouvait se permettre de payer un taxi. Mais l'afflux d'un grand nombre d'employés des services financiers, dont les poches sont pleines d'argent, avait changé la donne. Le taxi m'a ramené à Wall Street et à mon bureau. Je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé dans le vide. Le néant, c'est ce que ma vie promettait d'être à partir de maintenant. Dans ce futur, comme un automate, je prendrai le train le matin, mes compagnons de voyage ne sachant rien, ni ne se souciant de la douleur amère que je portais en moi chaque jour. Je viendrai dans ce bureau et placerai les chiffres dans les bonnes colonnes, et même là, la douleur me rappellerait ce que j'ai perdu. Le soir, je rentrais dans une maison vide. Non, pas une maison, un endroit terne et sans vie, vide de son rire, de sa présence, de sa voix, et même du parfum persistant qu'elle laissait dans toutes les pièces où elle entrait. Ce serait ma vie. Peu importe que mon cerveau logique me dise que je n'ai aucune preuve. Mes émotions me disaient le contraire. Elle avait permis à un autre homme de la voir, de la goûter et de la posséder. Lui donnant ce qu'elle avait promis que je serais le seul à avoir. Lily. Oh Lily. Pourquoi? Pourquoi? Lorsque je suis arrivé à la maison ce soir-là, je me sentais mal. Je m'étais demandé comment je pourrais m'abstenir de faire l'amour avec Lily, comme elle s'y attendait pour les prochains jours. En faisant l'amour, nous révélions tout de nous-mêmes, nos espoirs, nos rêves et nos émotions. Je ne pouvais pas agir suffisamment bien pour la tromper, elle se rendrait compte que quelque chose ne va pas. Je n'avais pas besoin de faire semblant d'être malade, plus je me rapprochais de la maison, plus le nœud dans mon estomac se resserrait, jusqu'à ce que je sois réellement malade, sans faire semblant. Lily était pleine d'inquiétude. As-tu mangé quelque chose qui t'a dérangé? Je secoue la tête. Je secouai la tête. Enfin. J'ai mangé un kebab à midi. Elle m'a regardé avec étonnement. Un kebab? Oh, Chad, tu devrais savoir que la viande réchauffée te rend malade à coup sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Chad. Voilà un autre nom. Mon prénom est Charles, un nom rarement utilisé quand j'étais plus jeune.
Lily n'aimait pas ce nom, elle disait qu'il lui rappelait les crétins au nez de caramel de la classe supérieure. Les Américains auraient bien sûr remplacé Charles par Chuck, mais au Royaume-Uni, Chuck était un mot d'argot qui signifiait « vomir », alors il n'en était pas question. Dès le début de notre relation, elle m'avait appelé Chad. J'avais envie d'un kebab pour le déjeuner. Ça m'a semblé être une bonne idée à ce moment-là. J'ai essayé de plaisanter. Cela n'a fonctionné ni pour l'un ni pour l'autre. Viens, on va te mettre au lit. On va te mettre au lit. Si tu es encore mal demain matin, je demanderai au médecin d'appeler. J'allais encore être mal le matin, et probablement tous les matins pendant un certain temps. C'était une maladie avec laquelle j'apprendrais à vivre. La Lily si soucieuse de mon état ne correspondait pas à l'image que je me faisais d'une femme adultère et infidèle. Un déséquilibre que j'avais du mal à assimiler. Elle s'occupait de moi comme une mère poule. Elle m'approvisionnait en liquide et s'assurait que le bol était à portée de main si j'étais malade. Il m'est arrivé de vomir une fois ou deux et elle était là, sa main fraîche sur mon front soutenant ma tête pendant que je vomissais, l'autre main caressant mon dos. Ces gestes affectueux ajoutaient à la dichotomie plutôt qu'ils ne la résolvaient. Je pouvais mettre un terme à cette situation, mais avec quoi pouvais-je la mettre au défi? Qu'elle a déjeuné avec son patron? Je ne pouvais pas être certain qu'elle ferait partie de la fête vendredi prochain. Je pourrais peut-être faire semblant d'être malade vendredi prochain. Partirait-elle ou resterait-elle à la maison pour s'occuper de moi? Il est possible qu'elle soit restée à la maison, mais cela n'aurait fait que retarder l'inévitable, s'il y avait un inévitable. La fidélité ne peut être exigée comme un droit, c'est un don, donné librement et inconditionnellement d'un partenaire à l'autre. J'ai donné ma fidélité à Lily, heureux, avec l'amour que je lui portais en tête de mon esprit et de mon cœur. Mes tristes pensées étaient qu'elle avait déjà compromis son engagement, même si elle ne lui avait pas donné son corps, en le voyant socialement sans me le dire. L'esprit devient infidèle avant le corps. Les jours suivants ont été vides. Je sais que je suis allé travailler et que j'ai vraisemblablement pris les bonnes décisions. Si je ne l'avais pas fait, certains de mes clients paieraient peut-être beaucoup plus d'impôts que prévu. Dans le vide, mon esprit perfide a envoyé des images horribles de Lily allongée nue sous un autre homme, écartant les jambes pour lui offrir son vagin, l'acceptant joyeusement dans son corps et criant son plaisir tandis qu'il pompait son essence dans son utérus avide. Ces scènes révoltantes m'ont donné un aperçu de l'esprit des hommes qui ont tué leurs femmes dévoyées. J'ai mis de côté ces pensées lorsque m'est venue à l'esprit l'image de Lily, sans vie et froide, étendue sur la terre nue, qui m'a fait froid dans le dos. Même si je la détestais pour sa tromperie, je l'aimais. Comment ces deux émotions pouvaient-elles coexister? Ce vendredi fatidique, je ne suis pas allé travailler à l'heure habituelle. Je voulais voir ce que Lily porterait au travail. Elle semblait mal à l'aise avec ma présence bien après l'heure habituelle de départ. Cela m'a alerté. Tu ne te sens toujours pas bien, Chad? Non. Lily, je vais bien. Pourquoi cette question? D'habitude, vous quittez la maison à 7h30. Oh. Désolé de ne pas t'avoir dit que je ne rentrerai pas à l'heure habituelle. J'ai un rendez-vous à Laiton à 10h. Cela m'a semblé idiot d'entrer dans le bureau pendant 10 minutes puis de ressortir à nouveau. Lily accepta l'explication. Cependant, lorsqu'elle est descendue, elle portait un manteau Burberry ceinturé. J'ai regardé le manteau d'un air perplexe. Je pense qu'il pourrait pleuvoir aujourd'hui. Elle a expliqué. Y avait-il de la culpabilité sur son visage? Je me suis dit que c'était possible. Elle m'a embrassé et a quitté la maison. Je suis monté à l'étage et j'ai regardé dans son armoire. Je suis probablement aussi peu observateur que n'importe quel autre homme. Le choix des vêtements de Lily était donc un mystère pour moi. J'ai remarqué des robes que je ne me souvenais pas avoir vues auparavant et je me suis demandé si son admirateur secret avait encore montré son appréciation. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé la robe que j'avais remarquée lorsque mes soupçons s'étaient éveillés, mais pas le tailleur. J'étais donc à peu près sûr qu'elle le portait aujourd'hui. Je l'avais déjà vu porter ce vêtement au travail au moins une fois, alors pourquoi cacher le costume maintenant? Je pensais que c'était la raison pour laquelle elle avait porté le Burberry. J'ai quitté la maison peu après pour aller travailler. Vers 4h30, mon téléphone a sonné. Comme d'habitude, je n'ai pas donné mon nom quand j'ai répondu, j'ai juste dit « bonjour », et j'ai attendu que mon interlocuteur demande Monsieur Smith ou Monsieur Martin, ce qui m'a permis de savoir de quel type d'appel il s'agissait. Monsieur Martin. Oui, je parle. C'est 20. Monsieur Martin. Mon cœur battait la chamade. Est-ce que ça va être bon ou mauvais? Qu'avez-vous pour moi? Je détestais dire ces mots. Je pouvais entendre la sympathie dans sa voix lorsqu'il a répondu « Je suis désolé, Monsieur Martin. » Je vois. Je suis resté silencieux, sachant que mon mariage était terminé. Monsieur Martin. Je suis là, 20. Pouvez-vous venir à mon bureau lundi? Oui.
À quelle heure? Vers 11 heures. Je serai là. Ce samedi et ce dimanche furent pleins de tension. Lily semblait d'humeur très aimante, mais je ne pouvais pas répondre. Si elle était blessée par mon manque de réaction à son ardeur, elle ne le montrait pas, mettant probablement cela sur le compte de la gastro de la semaine précédente. Nous avons fait toutes les choses habituelles du week-end. Le samedi, nous avons fait quelques courses et, plus tard, j'ai remis de l'ordre dans le petit terrain qu'était notre jardin. La maison était une construction traditionnelle en bois de l'Essex que j'avais acheté avant notre mariage. J'ai pris le temps d'inspecter le bardage, comme d'habitude après l'hiver, il y avait des endroits qui nécessitaient un traitement et de la peinture. J'ai pris mon temps pour ce petit travail, ce qui m'a permis d'éviter les regards interrogateurs de Lily. C'est avec soulagement que je suis retourné au travail le lundi, même si j'appréhendais ce qu'Y attendait. La sonnerie retentit juste avant 11 heures. La porte du haut et la porte de la rue ont été ouvertes par des loquets électroniques commandés depuis mon bureau. Vince s'est annoncé, j'ai ouvert la porte de la rue et j'ai écouté ses pas dans l'escalier. Alors qu'il approchait du sommet, j'ai appuyé sur l'autre bouton et il est entré dans le hall. J'ai ouvert la porte de mon bureau. Entrez, Vin. Puis-je vous offrir une tasse de thé ou de café? Non, merci, monsieur Martin. J'ai indiqué une chaise à côté de mon bureau et il s'est assis. Mon bureau était dominé par un énorme écran d'ordinateur. Il l'a regardé et a secoué la tête. C'est un sacré matériel. Vous en avez besoin quand vous faites des feuilles de calcul avec des comptes. Je lui ai dit. Nous étions tous les deux en train d'éluder la raison de sa venue ici. J'ai pris une inspiration et l'ai relâchée lentement. Ok. Qu'est-ce que tu as pour moi? Il avait avec lui un petit sac de sport qu'il a ouvert. Il en sortit une enveloppe rigide et rembourrée qu'il me tendit. À l'intérieur se trouvaient de nombreuses photos et un DVD dans un boîtier. Monsieur Martin. Je vous conseille de ne pas regarder le DVD. Tout d'abord, il dure 2 heures et demie et vous serez bouleversé par ce qu'il montre. Monsieur Bennington et votre femme ont rencontré 2 autres hommes à l'hôtel. Ils sont tous montés dans la salle à manger privée et le DVD les montre en train de déjeuner. Les autres messieurs sont monsieur Askin et monsieur Wellow. Il semblerait qu'ils soient en mesure d'attribuer un très gros contrat à la société de monsieur Bennington. J'ai leur numéro d'immatriculation si vous souhaitez aller plus loin. Après le déjeuner, le personnel a débarrassé la vaisselle et les a laissés seuls. Bennington a semblé fermer la porte à clé et leur a resservi des boissons. Ils ont bavardé pendant un moment puis, au bout d'un quart d'heure, votre femme est montée sur la table et a commencé à se déshabiller. Il s'est arrêté là et j'ai vu qu'il était embarrassé. Il a repris. Elle s'est mise complètement nue. Il s'est à nouveau arrêté. Je suis désolé, monsieur Martin, mais je ne veux pas vous raconter ce qui s'est passé, il y a des photos et vous devriez les regarder en privé. Vous saurez alors ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Pendant qu'il parlait, une boule de glace commençait à se former dans ma poitrine, elle devenait de plus en plus lourde et froide, grandissant en taille jusqu'à ce qu'il me semble que je ne pouvais pas respirer correctement et que mon cœur se figeait. Peu de mots pouvaient décrire à quel point j'étais dépourvu. J'avais perdu quelqu'un que j'aimais et j'assistais à sa mise en terre. La différence était que la personne décédée ne revenait pas vous hanter en vous rappelant la douleur. Le chagrin était compensé par la colère. J'étais en colère contre Lily, mais je nourrissais une colère amère et inextinguible contre Bennington et les 2 autres hommes. Bennington savait qu'elle était mariée, mais il la traitait avec un mépris total, comme si ses vœux ne signifiaient rien. Je m'occuperais d'abord de Lily, puis ce serait au tour de Bennington et des 2 autres. Je m'éclaircis la gorge. Est-il possible avec ces numéros d'enregistrement de savoir où ils vivent, s'ils sont mariés ou non? C'est possible, monsieur Martin. Il y a toujours 1 ou 2 flics qui aiment gagner un peu d'argent. Combien pensez-vous? Quelques centaines devraient suffire. J'ai acquiescé et il a continué. Monsieur Martin, vous êtes un type bien. Je ne vais pas vous léser sur ce coup-là. J'obtiendrai les informations et vous pourrez vous arranger avec moi quand je les aurai obtenues. Nous avons encore parlé un peu avant qu'il ne parte. Mais la dernière chose qu'il m'a dite, c'est « Ne fais rien de stupide. Ne faites pas de bêtises, monsieur Martin. » Je lui ai dit que je ne le ferais pas. J'ai parcouru le DVD. Je n'ai jamais été un fan de ce genre de film, et un film mettant en scène ma femme ne m'aurait certainement pas plu. J'ai sauté une grande partie de la pièce, en particulier le moment où Lily s'est approchée de la table en se servant d'une chaise et a enlevé ses vêtements par coquetterie. Je n'avais besoin que des passages les plus importants et des commentaires. C'était très intéressant et cela a alimenté ma colère contre les 3 hommes. Je n'ai pas pu regarder le moment où elle leur a permis d'avoir un accès total à son corps, j'aurais été physiquement malade. Le son allait et venait en fonction de l'endroit où il se trouvait. Les hommes parlaient après avoir joui de ma femme. Lily était allée aux toilettes pour se nettoyer, je suppose.
Celui que j'ai identifié comme étant Willow a dit à Bennington. Où l'as-tu trouvé? Il leur sourit. Bien, n'est-ce pas, remarqua Bennington d'un air hautain. Asuka acquiesce. Elle fait ressembler ma femme à une foutue statue. Il regarde Bennington. Y a-t-il une chance que cela se reproduise? Je serais heureux de payer la chambre. Je pense que oui. Faites-moi savoir quand vous voudrez revenir. Elle est mariée, n'est-ce pas? Demande Willow. Bennington sourit. Oui. Je pense que son mari est un petit avorton pathétique. Elle prétend qu'il est comptable, mais il n'est probablement qu'un modeste aide-comptable. Je parie qu'il est si petit qu'elle ne l'a jamais senti. Ils ont tous éclaté de rire. C'est à ce moment-là que j'ai mis le DVD en pause. Je me suis dit qu'on verrait bien qui rira le dernier. Mais d'abord, je devais affronter Lily. Chapitre 3. Je quittais le bureau peu après 20. Lily rentrait généralement à la maison vers 5h30, soit 1 heure plus tôt que moi. À ce moment-là, elle avait déjà commencé à cuisiner, une ambiance trop décontractée pour la conversation que nous allions avoir. Mais lorsque je déverrouillai la porte d'entrée, nous étions au milieu de la journée et j'avais tout le temps de me préparer. J'ai garé la voiture devant le pub, pensant que la surprise pourrait la déstabiliser. Une aventure inutile, en fait, il n'y avait pas à le nier. Tout était sur DVD. J'ai glissé le disque dans le lecteur et l'ai mis en pause juste au moment où ils sont entrés dans la pièce et se sont assis. Les photos, les appeler des captures d'écran, je les ai méthodiquement organisées. Je n'avais pas besoin de toutes. J'ai choisi une photo de Lily nue sur la table, puis une autre de Bennington faisant l'amour avec elle. Je les ai placées dans un dossier de rechange que j'avais apporté du travail. 3, c'était bien suffisant, même si l'ami de vin en avait fourni beaucoup plus. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis installé dans un fauteuil pour attendre. Lily est entrée à 5h25. Elle est allée directement à la cuisine pour faire chauffer la bouilloire, puis elle est entrée dans la pièce du fond que nous appelions le salon et s'est arrêtée net lorsqu'elle m'a vu. Chad. Tu m'as fait peur. Tu rentres tôt, il s'est passé quelque chose. Tu ne te sens pas bien? J'ai levé la main. Il s'est passé quelque chose et non, je ne me sens pas bien. Dans ce cas, ma chérie. Je vais appeler le médecin. Cela dure depuis trop longtemps. Oui, c'est vrai, mais le médecin ne pourra pas guérir cela. Assieds-toi, Lily. Elle m'a regardé avec curiosité et s'est assise dans le fauteuil. J'ai appuyé sur le bouton « Play » de la télécommande, l'écran s'est éclairé et soudain, ils étaient là. J'ai entendu un souffle. J'ai laissé le DVD tourner pendant un moment. J'entendais Lily hyperventiler. Je me suis tourné vers elle. Intéresse-toi à ce DVD. Elle essayait de reprendre son souffle en gémissant. Non, pour l'amour de Dieu, non. Ses mains se sont levées et ont couvert son visage, et j'ai entendu des sanglots misérables sortir d'entre ses mains. J'ai arrêté le DVD et j'ai attendu qu'elle reprenne ses esprits. Cela a pris un certain temps, car à chaque fois que ses pleurs diminuaient, elle levait le visage vers moi et, voyant l'expression de pierre sur mon visage, les larmes et les sanglots recommençaient. Finalement, elle ne pouvait plus pleurer. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux, son visage était tacheté et rouge avec des larmes qui séchaient sur ses joues. Comment? Elle se racla la gorge et essaya à nouveau. Comment? Je l'ai interrompu. Peu importe comment, ce qui compte, c'est que je le sache. Ce DVD dure 2h30, alors tu comprends ce qu'il montre. Tout ce qu'il montre. J'ai crié. Tout? Elle s'est remise à pleurer. Pour lui donner le temps de se remettre, je suis allé préparer 2 cafés. J'ai pensé que la caféine était nécessaire pour cette conversation. Je les ai portés au salon et j'ai apporté une flanelle chaude et humide pour que Lily puisse s'essuyer le visage. Elle a souri faiblement pour me remercier. Elle a bu une gorgée de café. Je suis vraiment désolé, Chad. J'ai acquiescé. Bien sûr que tu le es. Serais-tu désolé si je ne l'avais pas découvert? Elle n'a pas répondu à cette question. Je ne m'attendais pas à une réponse. Que allez-vous faire maintenant, Chad? Je ne vais rien faire du tout. C'est toi qui le fais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas monter à l'étage et faire tes valises. Demain, tu quitteras cette maison, et tu ne reviendras jamais. Oh Chad, dois-je le faire? Je t'aime tellement. J'ai ouvert le dossier et sélectionné la photo où elle accommodait les 3 hommes. Je l'ai placée devant elle. C'est comme ça que tu m'aimes tant, ai-je crié. Elle s'est mise à sangloter à nouveau. Je l'ai laissée seule pendant un moment. J'avais aussi besoin de me maîtriser. La colère brûlait en moi, mais je ne pouvais pas lui donner libre cours, j'étais sûr que je lui ferais du mal si cela arrivait. Lorsque je suis revenu, elle avait retrouvé son calme. Tu vas divorcer? Demanda-t-elle avec crainte. Non, Lily. Non, Lily. Je ne vais pas le faire.
Elle a levé les yeux, une étincelle d'espoir dans les yeux qui s'est évanouie quand j'ai continué. Si tu décides que tu aimes le genre de vie que Bennington te donne, alors tu devras divorcer. J'utiliserai ces photos pour défendre l'action et le résultat probable est que tu n'auras rien. Cela signifiera probablement que Bennington divorcera également. J'imagine que sa femme le laissera sans ressources, et je doute que vous ayez une vie agréable avec lui, à moins qu'il ne vous prostitue. Tu as l'air d'être doué pour ça. Lily a blêmi lorsque je l'ai comparée à une prostituée, mais elle n'a pas discuté. Je savais que le DVD et les photos ne seraient pas recevables au tribunal car ils avaient été obtenus illégalement. Lily ne le savait pas. Je ne serai pas avec lui. Je ne l'aime pas beaucoup. La question qui me vient à l'esprit est la suivante, si c'est le cas, pourquoi lui donner son corps? Je n'ai pas demandé, cela l'aurait invité à s'expliquer et je ne pouvais pas faire face à l'humiliation de la voir me dire que je n'étais pas assez bon pour elle. Pourquoi n'allez-vous pas divorcer? Cela ne sert pas à grand-chose. Je ne vais pas me remarier, tu sembles m'avoir dégoûté de l'état de mariage. Un divorce me coûterait cher, j'ai travaillé trop dur pour mettre tout cela en péril. Tu t'en vas. Si tu as un peu de fierté, tu trouveras un autre travail et tu essaieras d'oublier ce que tu as fait. Toutefois, je vous accorderai une allocation. Vous devez ouvrir votre propre compte en banque car à partir de demain, vos cartes ne fonctionneront plus. Je mettrai de l'argent sur ton compte chaque mois. Oh, et tu peux garder la voiture. Lily est perplexe. Pourquoi tu ferais ça? Lily. Je t'ai aimé et je t'aime encore, mais ce que tu as fait m'a fait beaucoup de mal. Tu étais préoccupé par le fait que j'étais malade ces derniers temps. Ce n'était pas une gastro, c'est d'avoir appris ce que tu avais fait qui l'a provoqué. Je ne peux plus vivre avec toi, chaque fois que je te vois, cela me rappelle ce que tu as fait et tu subis ma colère. Je t'ai donné mon cœur lorsque nous nous sommes mariés et je ne peux pas revenir en arrière. Malgré tout, mon amour pour toi ne me permettra pas de te voir dans l'épreuve. Chérie. Nous pouvons travailler ensemble et trouver un moyen de surmonter cela. Lily essaya encore. Oh oui. Répondis-je avec sarcasme. Ce n'est pas nous qui devons surmonter cela, Lily. C'est moi. Je t'ai regardé avec ces hommes et cela m'a rendu physiquement malade. Ma femme, la femme que j'aime, laissant entrer d'autres hommes dans son corps, et semblant heureuse de le faire. Ces images sanglantes sont gravées dans ma mémoire. Le seul moyen pour moi de surmonter cela est l'amnésie totale. Lily se morfondait à l'étage, préparant lentement ses vêtements. Chaque fois que je devais monter, elle me regardait d'un air plaintif, me demandant du regard si j'allais changer d'avis. Je n'y parvenais pas. Les images que j'avais en tête me narguaient, endurcissant mon cœur. Elle a téléphoné à une certaine Daphné dans la soirée et j'ai supposé qu'elle s'était arrangée pour me loger quelque part pendant un certain temps. Je l'ai entendue descendre les escaliers, accompagnée de bruits sourds que j'imaginais être dus au fait que la valise bien remplie était trop lourde pour elle. Il y a une semaine, je me serais précipité pour l'aider, mais ce soir-là, je ne le ferai plus jamais. Elle est entrée dans le salon. Je pars maintenant. Une de mes amies au travail me laisse squatter chez elle pendant quelques jours. Demain, je quitterai mon travail sans préavis. Elle a attendu dans l'espoir que je lui dise de rester. J'ai anéanti ses espoirs. C'est dommage que tu n'aies pas donné ton préavis il y a quelques mois. J'ai dit avec colère. Chad. Je suis vraiment désolé, vraiment très désolé. S'il te plaît, rappelle-toi que je t'aime. Je n'ai pas répondu. Elle a ouvert la porte d'entrée et je l'ai entendu sangloter à nouveau en tirant la valise. La porte s'est refermée. J'ai passé le reste de la soirée dans la misère la plus totale, me couchant beaucoup plus tard que d'habitude. Le linge de lit avait gardé son parfum et je ne pouvais pas l'arrêter mes larmes. S'il y avait un réconfort dans tout cela, c'était que Lily n'avait pas dit cette chose stupide, ça ne veut rien dire, ce n'était que du sexe, ou, ce n'est pas ce que tu penses. Comment un infidèle peut-il sortir de telles phrases? Quand la preuve était là, sur l'écran de télévision. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, mais bon sang. J'avais mal. Lily m'avait fait du mal et je m'étais fait du mal. Quand cela s'arrêtera-t-il? La routine et le souci du détail avaient été l'essence même de ma vie. Pourtant, en l'espace d'une semaine, j'étais arrivé 2 fois en retard au bureau. Mon marchand de journaux Punjabi en fut si troublé qu'il dut venir m'interroger lorsque j'arrivai à mon bureau le lendemain. Monsieur Martin, Saïb. Il est très inhabituel pour vous d'être en retard. Je remarque que cela s'est produit 2 fois au cours de la semaine dernière. J'ai l'impression que mon garde-temps ne fonctionne pas correctement. Monsieur Chandali. Votre montre est parfaitement en ordre. J'ai eu des rendez-vous près de chez moi que j'ai conclus en premier. Ne vous inquiétez pas, le monde n'a pas tellement changé. Je suis très heureux de l'entendre, monsieur Martin. Je vois que vous n'avez pas pris votre journal ce matin. Permettez-moi de le faire.
Il s'est précipité dans son magasin et est revenu immédiatement avec un exemplaire de mon Financial Times habituel. Il me l'a présenté comme s'il s'agissait d'un cadeau inestimable. J'ai fouillé dans ma poche pour prendre l'argent. Non, non, monsieur Martin. Pas d'argent, s'il vous plaît. C'est un plaisir. J'ai monté les escaliers en marchant, ma foi en la nature humaine s'étant un peu rétablie. Plus tard dans la journée, Vin m'a téléphoné. Je voulais juste savoir, monsieur Martin, si vous alliez bien. Merci Vin. Mon amour-propre a été sévèrement touché, mais je survivrai. Et madame Martin? Disparu. Je suis désolé, mais je suppose que vous n'aviez pas le choix. Je suis d'accord avec lui. Il a poursuivi. J'aurai bientôt les coordonnées de ces deux hommes. Mon ami le flic dit que si les voitures sont enregistrées au nom d'une société, voulez-vous qu'il aille plus loin? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est simple. Il téléphone à la société de manière officielle et comme c'est un flic, ils lui diront à qui ces voitures sont attribuées et leur adresse. Va. Vous connaissez des flics peu recommandables. Il rit. Seulement un ou deux, monsieur Martin. Juste un ou deux. N'ayant aucune raison de rentrer chez moi à l'heure habituelle, j'ai décidé de continuer à travailler. J'ai sans doute encore alarmé monsieur Chandali. Il ne s'agissait pas d'un travail pour mes clients, mais d'une recherche pour moi. La quantité d'informations que l'on peut obtenir sur une entreprise peut en surprendre plus d'un. J'allais faire des recherches sur monsieur Bennington et sur la société dont il était le directeur général, Elwin Daxeco. Chapitre 4. J'avais deux ordinateurs dans mon bureau. Le principal, sur lequel je faisais mes comptes, n'avait jamais été connecté à Internet. Le récepteur sans fil avait même été retiré. Franck et les autres m'avaient appris à quel point il était facile de pirater un ordinateur. J'avais une deuxième machine pour accéder à l'Internet. Le site web de la compagnie House m'a donné beaucoup d'informations, y compris les comptes de l'année précédente. Il s'agit de comptes abrégés, mais très utiles si l'on sait les lire. Après une présentation générale, j'ai examiné le fonds de prévoyance. Toute entreprise bien gérée dispose d'un tel fonds. Il s'agit en fait de la tirelire privée de l'entreprise. Dans les bonnes années, les excédents sont placés dans le fonds de réserve. Comme il réduisait le bénéfice net et n'était pas déclaré comme dividende, il n'entrait pas dans le calcul de l'impôt. Dans les mauvaises années, on utilisait la réserve pour couvrir la baisse ou l'absence de bénéfice, tout en permettant à l'entreprise de déclarer un dividende. L'autre raison est le besoin soudain et imprévu de capitaux rapides. De nombreux comptables vous diront que le fonds de réserve est un indicateur de la santé de l'entreprise. Bien qu'Elwin Dax et compagnie ait déclaré un modeste bénéfice d'une année sur l'autre, le fonds de prévoyance était négligeable. Je me suis dit que c'était intéressant. Soit le fonds de prévoyance avait été utilisé pour augmenter les bénéfices et était maintenant presque vide, soit l'entreprise n'avait jamais été en bonne santé. J'ai ensuite consulté le site de Dun & Bradstreet. Il faut être enregistré pour entrer et les comptables sont toujours enregistrés auprès de D&B. Ils rédigent leur rapport avec beaucoup de soin en précisant que leur résumé est basé sur les données disponibles et ne doit pas être considéré comme une preuve de la santé financière de l'entreprise. Les comptables savent lire entre les lignes et leur rapport sur Elwin Dax et compagnie n'était pas encourageant. Une enquête plus approfondie s'imposait, mais pour cela je devais me rendre à la compagnie House. Ce que je cherchais n'était pas disponible sur l'Internet. Le lendemain, je me suis rendu directement à la compagnie House et je suis rentré à mon bureau en fin de matinée. Pour la première fois depuis quelques semaines, j'étais heureux. J'avais décidé de faire tomber Bennington et j'étais ravi qu'il m'aide dans cette entreprise. Je suppose que l'on peut dire qu'une merde est toujours une merde, et Bennington ne faisait certainement pas exception à la règle. J'avais recueilli des informations intéressantes et, bien qu'elles ne démontrent pas l'existence d'une fausse comptabilité, elles indiquaient que c'était peut-être ce qui était en train de se produire. J'ai laissé un message à Vin. J'avais un autre travail pour lui. Il m'a appelé cet après-midi-là. Puis-je vous aider, monsieur Martin? Oui, Vin. Pourriez-vous aller à Chelmsford et surveiller l'entreprise où ma femme travaillait? Qu'est-ce que je cherche? Je veux que vous notiez les numéros d'immatriculation de leurs véhicules de transport de marchandises. Je doute que vous puissiez les obtenir tous, car ils sont environ 25 et circulent dans tout le pays. Mais si vous pouvez en obtenir une bonne partie, cela devrait suffire. Oui, je peux le faire. 2 ou 3 jours devraient suffire. C'est ce que je pensais. Voulez-vous savoir à qui ils sont enregistrés? J'étais impressionné. Vin n'était pas stupide. Tu es en avance sur moi. Oui, je le veux. Laissez-moi faire, monsieur Martin. Je vous recontacterai dans 3 ou 4 jours. La dépréciation de la flotte avait éveillé mes soupçons. Les réclamations étaient conformes aux lignes directrices émises par le ministère des Douanes et du Revenu,
mais il n'y avait aucune mention de dépenses d'investissement pour ces véhicules dans le compte d'investissement, alors qu'un montant presque similaire était affiché pour l'entretien chaque année. Or, ces camions coûtent très cher et, à mesure qu'ils vieillissent, leur coût d'entretien augmente. Tout porte à croire qu'aucun nouveau camion n'a été acheté et que la flotte est vieillissante. Mais les coûts d'entretien restaient inchangés. J'ai senti un rat et ce rat s'appelait Bennington. Mes journées sont redevenues normales, relativement parlant. De retour à Abbess Roding, minuit était un véritable bourbier. Nous avions toujours eu une femme de ménage qui venait 2 fois par semaine, si bien que même après quelques jours, le parfum de Lily ne flottait plus dans l'air. Pourtant, il y avait tant de choses qui me rappelaient Lily. J'entrais dans une pièce et je voyais une photo au mur. Une photo qu'elle avait choisie avec moi et mes yeux s'humidifiaient. Le linge de mon lit, lavé, séché et repassé, avait un motif que Lily avait admiré et acheté. Je les regardais et nous voyais ensemble, nus, nous embrassant, nous aimant l'un l'autre, réunis dans ce moment le plus intime que partagent les amoureux. Une fois de plus, je succombais à la colère, la maudissant, elle et Bennington, pour avoir gâché quelque chose qui était presque parfait. Puis je me sentais coupable de maudire Lily. Je l'aimais, et c'était un fardeau dont je souffrirais pour le reste de ma vie. 20 est arrivé avec la marchandise. Une liste de numéros de véhicules. Il en avait 18, et le plus beau, c'est qu'ils étaient tous enregistrés auprès d'une société de leasing. Ils étaient tous enregistrés au nom d'une société de leasing. Bennington et sa secrétaire véreuse, qui devait être dans le coup, réclamaient l'amortissement et l'entretien de véhicules que la société ne possédait pas. Que faisaient-ils d'autre? J'étais sûr qu'ils avaient d'autres escroqueries en cours, mais je n'avais pas vraiment le temps de chercher. Cette escroquerie relevait de la fausse comptabilité et méritait une peine de prison. C'est là que le bâtiment blesse. Je pouvais signaler l'affaire au fisc, mais moins j'avais affaire à ces gens-là, mieux c'était. Ils sont méfiants et se demanderaient pourquoi je m'intéresse à une société avec laquelle je n'ai aucun lien. Vont-ils à leur tour s'intéresser à moi? Mes comptes étaient bons, mais il y avait toujours la possibilité qu'ils aient de la chance. Vint à ajouter une information qui n'avait pas été demandée. Votre femme ne travaille plus dans cette entreprise, monsieur Martin. Cela me fait-il plaisir? Je me le demande. J'avais besoin de documents prouvant que les véhicules appartenaient à la société de leasing. Je leur ai écrit en me faisant passer pour un auditeur externe, en disant que la copie du contrat qui m'avait été envoyée avait été déchiquetée par inadvertance par l'un de mes collaborateurs et que j'étais trop gêné pour demander une autre copie à Elwin Dax. 2 semaines plus tard, j'étais en possession de l'exemplaire en question, avec la liste de tous les véhicules couverts par le contrat. J'avais fait des recherches sur la société. Il existe de nombreux sites internet où l'on peut obtenir des informations, et j'ai dû en consulter un certain nombre avant de dresser le tableau. Fondée en 1897 pour transporter des céréales moulues de l'Essex rural vers les boulangeries de Londres, elle a mené une existence rentable mais peu spectaculaire. Juste après la Première Guerre mondiale, elle a profité de la vente à bas prix d'un grand nombre d'anciens véhicules de transport de marchandises de l'armée pour se lancer dans le transport de colis. Le secteur des céréales s'est étiolé au fil des ans et aujourd'hui, l'entreprise se consacre au transport et à l'entreposage de marchandises. L'entreprise n'a jamais changé de statut et aujourd'hui, les actionnaires sont principalement des descendants d'Elwin Dax. Alors qu'autrefois les actions étaient détenues en totalité par 3 personnes, les enfants du fondateur, elles étaient aujourd'hui détenues par quelques 22 descendants, qui possédaient tous moins de 10% des actions, à l'exception de 2 d'entre eux qui détenaient ensemble un peu plus de 30%. Ces 2-là figuraient également sur la liste des administrateurs. Un plan me vient à l'esprit. Je me demandais si ces 2 directeurs pouvaient se targuer d'une grande perspicacité. L'un d'eux était le lieutenant-général, retraité, A.R. Stanley et l'autre était Madame T.B. Dax. Les autres directeurs étaient Bennington lui-même et J.M. Chambers, secrétaire de la société. Le général et Madame Dax comprenaient qu'en tant que directeurs, ils étaient également responsables de l'exactitude des comptes de la société tels qu'ils étaient soumis au fisc et à la compagnie House. J'en doute. Comprenez-il également que, dans la mesure où un actif qui soutenait la rentabilité n'était pas un actif, la société pouvait être considérée comme exerçant des activités commerciales alors qu'elle était insolvable. Un délit pénal. Que allais-je faire de mes connaissances? J'en ai parlé à Frank, car je pensais qu'il avait la possibilité de créer une entreprise qui pourrait être rentable pour un investissement minime. Il s'est d'abord montré sceptique. Jess. Tout ce bazar juste pour se venger de ce type. Je peux envoyer quelques gars pour lui donner une bonne gifle. C'est simple et direct. C'est vrai, Frank. Mais à moins qu'il n'ait l'intention de l'étouffer, il s'en remettra et il sera toujours bien assis, avec son style de vie et sa position intacte. Bien sûr, il y a la petite question de la GBH, juste un peu illégale. Je lui ai rappelé.
Ma façon de faire va le ruiner financièrement pour le reste de sa vie. Il pourrait aussi se faire remuer un peu. Et ce que je fais est légal. Frank soupire. Ok. Jess. Je veux bien te suivre, mais ça va coûter combien? Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton nom. Je le financerai, mais je ne veux pas que mon nom figure sur les documents, cela pourrait alerter Bennington. À la fin de l'opération, tu pourrais avoir une bonne entreprise en activité qui te rapporterait de beaux bénéfices. Bon sang, Jess. Tu vas me faire rentrer dans le droit chemin, je le vois maintenant. Frank Weston, pilier de la communauté. Mon père se retournerait dans sa tombe. J'ai eu la même conversation avec Jacques Hallam, un autre de mes clients qui menait un style de vie similaire à celui de Frank Weston. Frank savait que je m'adresserais à Jacques et n'a eu aucun problème à le faire, pas plus que Jacques. Il a entendu l'histoire et a proposé le même service que Frank. Une fois de plus, je l'ai persuadé que ma méthode était meilleure. Je ne le ferai pour personne d'autre que toi, Jess. Tu as toujours été honnête avec moi et tes conseils ont été judicieux. Comptez sur moi. La raison pour laquelle je voulais un autre nom était que je n'achetais pas autant d'actions en un seul nom, ce qui aurait alerté les principaux actionnaires. Le registre des actionnaires m'a donné leurs adresses et j'ai écrit à tous les petits actionnaires pour leur dire que mon principe était d'acheter leurs actions et leur proposer un prix qui leur ferait de l'œil. Je n'ai pas été surpris par leur empressement à mordre à l'hameçon. Ils avaient toujours reçu des dividendes, mais pas autant qu'ils le souhaitaient. La vision de quelques milliers de livres pour des actions qu'ils considéraient comme médiocres était une trop belle occasion. Ils n'ont pas tous mordu à l'hameçon, mais suffisamment pour me donner du poids lors de la prochaine assemblée des actionnaires. Je serai le mandataire de Frank et de Jacques. L'assemblée des actionnaires devait se tenir en mars, dans quelques mois, principalement pour approuver les comptes et fixer le dividende. J'ai appris des actionnaires qui avaient accepté de vendre que peu d'entre eux se donnaient la peine d'assister à l'assemblée. Ayant hérité de leurs actions plutôt que d'être des investisseurs sérieux, ils ne s'intéressaient guère à la procédure. Je n'ai donc pas été surpris lorsque, à l'heure prévue, j'ai rejoint la réunion en constatant que l'assistance se limitait à Madame Dax, au lieutenant-général Stanley, à Bennington, à Chambers et à moi-même. J'ai présenté les procurations écrites que Frank et Jacques avaient rédigées pour moi. C'est Chambers qui les a vérifiées et qui a dit « Bienvenue à la réunion, Monsieur Martin ». Soudain, Bennington a eu l'air d'avoir avalé une grenouille vivante. Je voyais bien ce qui lui passait par la tête, étais-je le Martin qui l'avait cocufié? Stanley ouvre la séance. Les comptes ont été distribués pour consultation. Madame Dax et le général n'ont pas vraiment pris la peine de les lire, preuve de mon hypothèse selon laquelle ils n'avaient pas de formation commerciale. Je les ai étudiés attentivement. Ce n'était pas la pratique habituelle ici et Chambers et Bennington s'agitaient mal à l'aise. Y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas, Monsieur Martin, demanda Chambers. Non, rien du tout. Non, rien du tout. Est-ce que je vous retiens? Non, pas du tout. S'il y a quelque chose qui vous pose problème, je peux peut-être vous expliquer. Chambers revient à la charge. Oh, je suis désolé. J'ai souri. La suite allait me plaire. J'ai sorti ma carte et je la lui ai tendue. Comme vous pouvez le constater, je suis qualifié, tout comme vous. Les comptables vérifient toujours, n'est-ce pas? Chambers n'était pas content, il a poussé ma carte vers Bennington. Il avait l'air d'une grenouille qui avait remonté toute la pente. Stanley avait sorti son stylo pour se préparer à signer. Je me suis tourné vers lui. Lieutenant général. Je ne signerais pas ces documents si j'étais vous. Vous commettriez une infraction. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je suis désolé de devoir vous dire que ces comptes sont inexacts, pour ne pas dire faux. Le général me regarde d'un air féroce. Monsieur Martin. Vous feriez mieux d'être prêt à soutenir cette accusation. Nous perdons du temps. Bennington s'exprime bruyamment. Il y a d'autres choses à discuter. Je l'ai ignoré et j'ai répondu au général. Bien sûr, monsieur. Auriez-vous l'amabilité de trouver l'article relatif à l'entretien et à l'amortissement de la flotte de véhicules? Il l'a trouvé. Oui, cela me semble tout à fait clair. Ce serait le cas, mon général, si l'entreprise possédait réellement les véhicules. Bien sûr que oui. Nous possédons la flotte depuis des années. J'ai secoué la tête. Non, monsieur. J'ai ouvert le dossier et en ai sorti la copie du contrat de location, que j'ai fait glisser sur la table vers lui. Voulez-vous regarder ce contrat? J'ai ensuite sorti la liste des véhicules couverts par le contrat. Je l'ai fait glisser vers lui. Voici la liste des véhicules. Je pense que vous la trouverez complète. Il a lu le contrat, puis la liste, et les a transmis à Madame Dax pour qu'elle les consulte. Les signatures sur le contrat de la société étaient celles de Bennington et de Chambers.
Ces deux messieurs semblaient assis sur des briques brûlantes, leurs visages rougissaient. Le général en avait assez vu. Bennington. Je pense que vous avez des explications à donner. Nous allons aller dans votre bureau et vous me direz ce qui se passe. Ce n'est pas ce que je voulais. Le général n'en savait probablement pas assez sur la comptabilité et Bennington utiliserait de la laine de qualité pour lui mettre des bâtons dans les roues. Général. J'ai attiré son attention. Cela fait des années que cela dure. Une explication pour les comptes de cette année est insuffisante. Sans cet actif, on pourrait dire que la société fait du commerce en étant insolvable, ce qui constitue un délit. Je conseille à la société de cesser immédiatement ses activités et de faire réaliser un audit indépendant complet. Ce n'est pas nécessaire. S'écrie Bennington. Chambers et lui n'avaient décidément pas l'air contents. Taisez-vous, mon vieux. Le général a pris une voix plus adaptée au terrain de parade. Il réfléchit. Il s'est retourné et a discuté à voix basse avec Madame Dax. Elle a hoché la tête et m'a regardé. Monsieur Martin. Est-ce que le général et moi-même risquons d'être poursuivis? J'ai acquiescé. Oui, je pense que vous pourriez l'être. Alors je pense que le général et moi-même voterons en faveur de votre proposition, je soutiens votre motion. Chambers a dû noter la motion dans le procès-verbal, puis a demandé. Tous ceux qui sont pour? Les mains du général et de Madame Dax se sont levées, tout comme la mienne. Ils détenaient à eux deux plus de 30% des actions, j'avais des votes par procuration pour 22%. Il n'y avait pas de contestation possible. Je partais après la réunion quand je suis tombé par hasard sur Bennington. Il m'a lancé un regard noir. Bâtard. J'ai hoché la tête. Il faut être un pour en connaître un, ai-je répondu en me penchant vers lui. Mais ne sous-estimez pas ces petits comptables, certains d'entre nous ont un réel pouvoir. À présent, il n'y avait plus de doute sur mon identité. J'étais persuadé que l'audit révélerait d'autres questions auxquelles Bennington devrait répondre. Quel effet cela fait-il de se tenir au bord du gouffre, sachant qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter la chute inévitable? Chapitre 5. 4 semaines plus tard, les auditeurs indépendants ont terminé leur travail. En tant qu'actionnaire, Franck reçut une copie du rapport et me l'apporta. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je l'ai lu rapidement, tout en remarquant qu'il regardait autour de lui avec dégoût. Pourquoi ne pas aller dans un meilleur endroit, demanda-t-il. Cet endroit est un putain de trop. J'ai ignoré cela pendant un moment. Le rapport confirmait toutes les pensées que j'avais. Bennington s'était livré à de nombreuses escroqueries, arnaquant ses actionnaires et le fisc par de fausses pratiques comptables. Les auditeurs avaient prévenu le fisc qui commençait à passer à la moulinette. Ils avançaient lentement mais très minutieusement, ne manquant rien, ce qui finirait par recracher Bennington et Chambers en petits morceaux. La police était déjà impliquée. Bennington m'avait condamné à un monde de souffrance et il allait maintenant en faire l'expérience. J'ai expliqué le rapport et j'ai dit à Franck ce que cela signifiait pour Bennington. Il a grimacé. Je suis sûr qu'il ira dans un endroit où il fera la connaissance de certaines de vos connaissances. Il a ri. Puis j'ai répondu à son autre question. Franck, je reste ici parce que cela me convient. Si je déménageais dans des locaux plus salubres, les gens le remarqueraient. Le fisc pourrait être curieux et la dernière chose que je souhaite, ou que vous souhaitez d'ailleurs, c'est que le fisc soit curieux. Alors je reste ici, il pense que je ne suis qu'un comptable laborieux, qui ne déborde pas d'idées brillantes pour éviter les impôts, et il me laisse tranquille. Cela me convient. Il sourit. Je m'attendais à ce que vous disiez cela. Maintenant, que faisons-nous de cette entreprise que vous venez de ruiner? Elle n'est pas ruinée. Elle est viable. J'imagine que les actionnaires seront heureux de vendre leur part pour une somme symbolique et si vous ou Jacques souhaitez en prendre le contrôle, cela ne vous coûtera pas trop cher. Vous aurez une entreprise rentable, qui fera circuler des wagons dans tout le pays, voire à l'étranger. J'ai lancé cette phrase pour voir s'il y prêterait attention. C'est ce qu'il a fait. Ah. Cela pourrait être intéressant. Franck est parti en réfléchissant profondément. J'ai décidé qu'il était temps d'ajouter à l'agonie de Bennington. Vin m'a remis des enveloppes contenant des copies du DVD et des captures d'écran. Il les a remises en main propre au domicile de Bennington, Asquin et Wellow. Il suffit de les glisser dans les boîtes aux lettres. Les avocats devaient être très reconnaissants de l'activité que je leur procurais. Le général m'a téléphoné quelques semaines plus tard. Monsieur Martin. Ma cousine, Madame Dax, et moi-même tenons à vous remercier pour votre aide. Il semble que nous devrons payer une amende au fisc, mais cela ne devrait pas être trop élevé. Il semble qu'ils gardent la plupart de leur colère pour Bennington et Chambers. Pourriez-vous nous conseiller davantage sur ce que nous devrions faire de la société? Pour être honnête, aucun d'entre nous n'est intéressé par le maintien de nos liens. Général Stanley,
Je pense qu'avec mes principes, Monsieur Weston et Monsieur Hallam pourraient être persuadés de s'en charger. Mais avec la mauvaise publicité, il faudrait subventionner l'entreprise pendant un certain temps pour la remettre sur pied. Je comprends. Si vous pouviez leur parler pour nous, voir ce qu'ils disent. Les actions ne valent plus qu'une bouchée de pain, nous accepterons donc toute offre raisonnable. 20 s'avère très utile. L'homme semblait rester à l'écoute et quelques mois s'étaient écoulés avant qu'il n'appelle au bureau. Cette fois, il a accepté une tasse de café. Il m'a tendu 2 journaux. L'un était le Chelmsford Weekly News, dont la première page relatait les problèmes de l'ancienne entreprise locale Loin Dax Ltd et l'enquête du fisc. Sur une autre page, un article décrivait comment Madame Ida Bennington divorçait de son mari Walter. Il était fait mention de photos le montrant dans une étreinte intime avec une jeune femme. L'autre journal était le Soudan Standard. L'article portait sur le départ brutal de 2 cadres d'une entreprise manufacturière locale. Monsieur K.B. Askin et Monsieur Wellow. Tous 2 ont été licenciés pour avoir jeté le discrédit sur l'entreprise et s'être livrés à des activités indignes de leur statut. Le document mentionnait également qu'ils s'étaient récemment séparés de leurs épouses. J'ai remercié Vin pour sa prévenance. J'ai donc pris ma revanche et je me suis soudain senti à plat. Pendant que je m'efforçais d'obtenir ma vengeance, j'étais plutôt enthousiaste, excité même, alors que tout se mettait en place. Et maintenant? Je ne sais pas ce que je ressens. J'étais vide. Cela faisait 12 mois que j'avais insisté pour que Lily parte. L'année avait été occupée par mon travail normal, puis par mes activités extrascolaires. Je ne m'étais pas arrêté assez longtemps pour réfléchir à l'orientation de ma vie et à ce que j'allais faire. À une époque, c'était simple, je travaillerai jusqu'à ce que je décide que mes investissements à l'étranger sont suffisants, puis je prendrai ma retraite, pour que Lily et moi puissions déménager vers un meilleur climat et une vie plus facile et confortable. Bennington et ses acolytes avaient mis fin à ce rêve. Je ne pouvais pas envisager de trouver une autre femme pour partager ma vie. Une fois mordue, 2 fois timide, tels étaient les mots d'ordre. Toute femme dans ma vie, aussi aimante soit-elle, souffrirait d'un manque de confiance de ma part. Considérer ses actions avec méfiance éroderait toute relation, qui sombrerait dans la dispute et la méfiance. Privé de mes ambitions, j'ai fait ce que je savais faire de mieux et je me suis enterré dans le monde exigeant de la comptabilité. Le général m'a téléphoné pour me dire que Franck et Jacques avaient refusé d'acheter les actions. On dirait que nous sommes coincés avec eux. Il poursuit. Monsieur Martin. Vous avez dit que la société était viable si elle était gérée correctement. Je suis d'accord pour dire que c'est ce que j'ai dit. Eh bien, pourriez-vous envisager de la diriger pour nous? Je serais prêt à vous faire don d'action, pour vous motiver, et je suis sûr qu'il pourrait y avoir un bon salaire aussi. Général. Je suis flatté par votre offre, mais je dois vous dire que les comptables ne sont pas les personnes adéquates pour diriger des entreprises. Vous avez besoin d'un entrepreneur, d'un homme qui a des idées et qui est prêt à prendre des risques. Les comptables, de par leur formation, en sont incapables. Il suffit pour s'en convaincre de penser aux grandes entreprises de ce pays qui ont échoué, British Rail, British Steel, Austin Rover, toutes dirigées par des comptables. Je comprends votre point de vue. Cette foutue armée est dirigée par des comptables maintenant. Dit-il avec amertume. Passons à autre chose. Je me demandais si vous accepteriez de venir déjeuner avec moi. Ma cousine, Madame Dax, est aussi impatiente que moi de vous témoigner notre gratitude pour votre intervention. Je crois que vous habitez près de Chelmsford, est-ce que mardi prochain vous conviendrait? Il était évident qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir un « non » comme réponse. J'ai donc accepté. Il m'a donné son adresse, il habitait juste à côté de Danbury. Il a terminé par « De 12h à 12h30, ça ira ». Je me suis rendu à Danbury de bonne humeur. 12 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais demandé à Lily de partir et pendant ces 12 mois, je n'étais pas sorti une seule fois en société. J'aimais bien le général. Il était un peu vieux jeu, mais il était facile de s'entendre avec lui. Il n'avait pas besoin de jouer au vieux soldat, il en était un et je suis sûr qu'il avait une foule d'histoires intéressantes à raconter. Sa maison n'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. L'idée d'une résidence seigneuriale entourée d'un parc s'est évanouie lorsque je suis arrivé dans un modeste bungalow, le parc imaginé se transformant en un jardin très soigné et bien entretenu. Il m'a accueilli à la porte. Monsieur Martin. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir de vous revoir, général. Ambrose est l'étiquette. Chad. Il a hoché la tête. Le diminutif de Charles, je présume. Il m'a invité à entrer et Madame Dax s'est levée pour me saluer. Elle m'a dit de l'appeler Terry. En fait, c'était Teresa. J'ai été Terry toute ma vie. Ambrose nous a apporté des boissons et s'est assis. Chad. Je parle pour nous deux quand je dis que vous nous avez rendu un grand service.
Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai hérité de ces actions. L'armée n'a pas trop besoin de comptables et je ne connais absolument rien à la gestion d'une entreprise. Le mari de Terry était le dernier des Dax à s'intéresser de près à l'entreprise. Lorsqu'il est mort, Bennington est apparu comme notre sauveur. Nous n'aurions jamais su ce qu'il faisait jusqu'à ce que l'entreprise s'effondre. Je soupçonne que cela nous aurait coûté bien plus qu'une simple amende au fisc. Je vous remercie. J'ai fait les bruits de non-engagement qui s'imposaient. Au cours du déjeuner, la conversation a été légère et amusante, jusqu'au moment où, en prenant un café, Ambrose m'a posé une question pointue. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à notre entreprise? J'ai un peu tergiversé en disant que mes principes étaient toujours intéressés par une éventuelle adhésion. Il a secoué la tête, incrédule. Cela n'aurait rien à voir avec Bennington avant tout, n'est-ce pas, Chad? Eh bien. Ou le fait qu'une jeune femme portant le même nom que le vôtre soit partie soudainement? J'ai levé les mains comme le ferait un soldat qui se rend. Ok, vous m'avez eu. Il sourit. C'est votre femme. Terry Dax a rejoint l'Inquisition. J'ai acquiescé. Mais vous n'êtes plus ensemble. Non. J'ai confirmé ses pensées avec tristesse. Ambroise me jeta un regard de sympathie. Cela ne vous aidera pas, mais elle n'était pas la seule. Bennington était un homme plutôt occupé dans ce domaine. Vous le saviez? J'étais un peu énervé. La police a interrogé le personnel et il semblerait que certains d'entre eux étaient au courant de ce qu'ils faisaient. La police a également trouvé une bouteille de liquide dans le tiroir de son bureau. Après analyse, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une de ces mauvaises drogues que les bandits glissent dans le verre d'une fille. Terry Dax s'est approché de moi et a posé une main maternelle sur mon bras. Cette connaissance peut nous aider. Elle ne se contrôlait pas, j'ai secoué la tête. Elle se contrôlait quand elle est allée déjeuner avec lui toutes ces fois. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il l'ait droguée a changé quoi que ce soit. Elle n'aurait jamais dû être là. Mon emportement a mis un frein à la conversation. Ambrose reprend et pose une question anodine. Vous habitez tout près de Chelmsford, je crois. J'accepte avec reconnaissance le changement de sujet. Oui, je vis à Abbess Roding. Oh, comme c'est charmant. Terry s'extasie. Les Roding sont de beaux villages. La conversation s'est alors orientée sur les délices des villages anglais en tant que lieu de vie. Je me préparais à ne pas abuser de l'hospitalité et j'ai dit que je devais partir. C'est alors que le général a fait un autre commentaire intuitif. Ce monsieur Weston est un homme plutôt difficile à traiter. Nous avons demandé ce que j'estimais être un prix très raisonnable pour les actions, mais il a offert si peu. Accepter reviendrait à les donner. Je le soupçonne d'être un peu voyou. J'ai souri. Vous avez peut-être raison, Ambrose. C'est un gars de l'East End comme moi. Je pense qu'il fait un peu d'esquive et de plongée. Ambrose sourit. Je crois que c'est ce qu'on appelle être économe de la vérité. Peu importe. Nous en avions pas mal comme ça dans l'armée. Toujours accusés d'une chose ou d'une autre, mais tout de même de sacrés bons soldats. Ceux que l'on voulait avoir à ses côtés quand les choses devenaient difficiles. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à ce qu'Ambrose m'avait révélé. Bennington était donc un séducteur en série et Lily n'était qu'une de ses réussites. Ça ne changeait rien à ma décision. Si ces jeux étaient connus de tous au bureau, alors Lily aurait dû être prévenue. Elle l'a laissé l'emmener déjeuner pendant de nombreuses semaines. Elle aurait dû savoir quel était son but et elle a continué à le voir. Pour moi, cela signifiait qu'elle acceptait ce but. Chapitre 6. Apprendre que Bennington avait été condamné à une peine de 2 ans a été pour moi un anticlimax. Ce salaud allait purger sa peine dans une prison ouverte, car il n'était pas jugé dangereux. Il ne l'était pas pour la population en général, mais pour les femmes des autres hommes. C'était une autre histoire. Ce qui m'a remonté le moral, c'est que lors de son divorce, sa femme l'a effectivement emmené chez le nettoyeur. Lorsqu'il sortirait de prison, il serait sans abri, probablement sans le sou et ne retrouverait jamais un emploi au niveau qu'il avait atteint et dont il avait abusé par le passé. Vin n'a rien trouvé concernant Askin et Wellow, à part le bref article paru dans le journal. J'étais satisfait. Non, je ne l'étais pas du tout. J'étais à jamais privé de la seule personne qui avait rendu ma vie heureuse, et c'est ce qu'il m'avait fait. Le destin n'en avait pas encore fini avec moi. Il avait encore des surprises dans sa manche. Le général et Madame Dax sont restés en contact. Je ne dirais pas qu'ils sont des amis proches, mais des connaissances amicales. Elwin Dax Ltd. Avait repris ses activités après l'enquête, le fisc ayant décidé qu'elle ne demanderait pas la liquidation, mais elle avait besoin d'une main forte à la barre. Ce jour-là, je m'étais entretenu avec eux avec 2 candidats pour remplacer Bennington. L'un d'entre eux me paraissait particulièrement approprié, mais l'un ou l'autre ferait l'affaire. Après le départ des candidats, nous nous sommes assis dans la salle de réunion autour d'une tasse de thé et avons discuté des candidats.
Ils étaient tous deux d'accord avec moi sur le CV de l'un d'entre eux et voulaient lui faire une offre. J'ai dû souligner que le salaire et la structure des primes devraient être élevés pour l'attirer. Je reconnais qu'il est le meilleur candidat, mais je doute qu'il vienne ici pour le package que vous pouvez vous permettre d'offrir. La société fonctionne avec un découvert assez important. Des économies doivent être mises en place jusqu'à ce qu'il soit réduit. Peut-être devriez-vous vous contenter de Monsieur Sédon. Je pense qu'il fera du bon travail et que l'entreprise peut se le permettre. Chad, vous portez votre chapeau de comptable. Ambrose plaisante. Je croyais que c'était pour cela que vous m'aviez demandé de siéger. J'ai souri, et lui aussi. Terry Dax a réglé la question. Je pense que nous devrions écouter Chad. Il nous a déjà donné de bons conseils et nous devrions les accepter maintenant, Ambrose. Il a acquiescé. D'accord. Terry Dax change alors de sujet. Chad, avez-vous pensé à votre femme? Non. Vous devriez, vous savez. Je pense qu'elle est autant victime que vous dans cette histoire. Pourquoi pensez-vous cela, Terry? D'après ce que vous avez dit et ce que nous avons appris au cours de l'enquête, Bennington était un séducteur habile. Il était son patron et, en tant qu'employé, elle était encline à suivre ses instructions. Personne ne parlait de ses activités jusqu'à ce que la police les interroge, ce n'était donc pas de notoriété publique. Je doute qu'elle ait compris ce qu'il voulait, et je suis sûr qu'il lui a raconté une belle histoire. S'il utilisait cette drogue. Je pense que n'importe quelle fille tomberait dans le panneau. Pendant des mois, ma position a été que Lily était consciente de ce qu'elle faisait. Je m'étais accroché à cette idée, mais Terry avait suggéré un scénario tout à fait plausible. Lily n'avait jamais été soumise, mais elle était très consciencieuse dans son travail et appliquait à la lettre les instructions de son patron. Si elle n'avait pas la moindre idée de sa réputation, je doute qu'elle remette en question ses instructions et que, soudain, il soit trop tard. C'est en pensant aux paroles de Terry que je suis sorti de la cour et que j'ai tourné à gauche. Si je demandais à Lily de revenir, le ferait-elle à nouveau? Mon intuition me disait que non. Il y avait un supermarché à quelques centaines de mètres de là et, sur un coup de tête, j'ai décidé d'y faire un tour pour acheter quelques provisions. J'avais particulièrement besoin de poudre à laver. Ma femme de ménage, Madame Solby, s'était chargée de la lessive après mon incident. J'étais à court de lessive et de chemise propre en même temps. J'ai donc fait une lessive et j'ai utilisé du liquide vaisselle comme substitut. Mauvaise idée. J'ai dû faire 3 cycles de lavage avant d'arriver à enlever la mousse de mes chemises. Et encore, elles ont senti le détergent pendant des jours. Madame Solby n'était pas du même avis. Le tiroir à poudre était assez grand et elle pensait qu'il fallait le remplir. Je ne comprenais pas pourquoi elle ajoutait de la lessive à ma liste de besoins presque toutes les 2 semaines, jusqu'au jour où il se trouve que j'étais à la maison lorsqu'elle faisait la lessive. Avec diplomatie, je lui ai montré la petite cuillère qui accompagnait la poudre, en lui expliquant les recommandations du fabricant. Par la suite, je n'ai eu à acheter de la lessive en poudre qu'une fois toutes les 6 semaines. J'ai pris un panier et je suis entré dans le supermarché. J'ai eu un choc en voyant Lily à la caisse. J'ai cru que c'était Lily, mais elle portait un chapeau et un voile sur le visage. Ces satanés destins s'intéressaient-ils encore à moi? Me donnaient-ils un coup de pouce? J'ai fait mes courses aussi vite que j'ai pu et je suis allé à la même caisse que celle qu'elle avait utilisée. Elle était bien sûr partie depuis longtemps. J'ai discuté avec la caissière. La dame au voile, je crois que je l'ai reconnue. Oh oui. Madame Martin. Elle habite juste au coin de la rue, elle vient tous les jours. Pourquoi le voile? Je pense qu'elle a une maladie de peau. Je n'en suis pas tout à fait sûr, je ne suis là que depuis 4 semaines. Vous ne connaissez pas l'adresse? Non. Je sais que c'est à Tower Road, mais c'est tout. Je suis sorti de là avec 2 idées en tête. C'était une de ces batailles entre le cerveau et le cœur. Non, disait mon cerveau, elle n'est plus dans ta vie, souviens-toi de ce qu'elle a fait. Et puis la partie du cerveau qui gouverne la curiosité est intervenue. Quel problème de peau? Lily n'avait pas cela lorsqu'elle était avec moi, son teint était tout à fait sain. Puis mon cœur s'est rangé du côté de la curiosité, réitérant les paroles de Terry Dax. J'ai trouvé à Tower Road. C'était l'une de ces longues routes que l'on trouve partout à proximité du centre-ville. De longues terrasses de maisons édouardiennes construites pour ceux que l'on appelait les artisans dans les années précédant la Première Guerre mondiale. Des fenêtres à guillotine en arc de cercle avec un toit en ardoise anguleux dépassant juste en dessous des fenêtres du premier étage. Il s'agissait autrefois de maisons populaires et bien proportionnées. Aujourd'hui, elles semblent être divisées en appartements et en chambres d'hôtes. Le conseil municipal fournit des poubelles à roulettes pour les ordures, sans tenir compte du fait que les maisons mitoyennes n'ont pas d'autre endroit où déposer les poubelles que les jardins de devant. Les Édouardiens n'avaient pas envisagé une époque où presque toutes les familles auraient une voiture et n'avaient donc pas prévu d'espace de garage.
La route était bordée de voitures garées de part et d'autre, certaines semblant être là depuis toujours à en juger par les pneus crevés, l'état de saleté mélangé aux fientes de pigeons et aux détritus qui se trouvaient en dessous. Je me suis glissé dans la première place qui s'offrait à moi. J'ai choisi la porte la plus proche et j'ai frappé. Au bout d'un moment, le visage d'une femme s'est dessiné tandis que la porte s'ouvrait sur une dizaine de centimètres. Oui. Je suis désolé de vous déranger. Je cherche une dame, une certaine Madame Martin. Savez-vous à quel numéro elle habite? Non. La porte se refermait quand j'ai ajouté rapidement. Elle porte un chapeau et un voile. La porte s'est à nouveau entr'ouverte. Je l'ai vue marcher sur la route. Elle habite quelque part par là. Elle m'a montré la droite. Merci. La porte s'est refermée avant même que je n'ai pu prononcer ces mots. Je suis remonté dans la voiture en me demandant si je devais continuer à rouler ou garder la place de parking que j'avais. J'ai continué à rouler en espérant avoir de la chance avec le parking. J'ai parcouru environ 200 mètres et j'ai commencé à chercher à me garer. Une fois de plus, j'ai eu de la chance car une place est apparue. J'avais des doutes sur la possibilité de me garer à cet endroit car il semblait y avoir beaucoup de verres brisés sur la route. Cependant, comme je ne voyais pas d'autre place, j'ai reculé. J'ai choisi une autre porte au hasard et j'ai frappé. J'ai attendu quelques minutes et, sans réponse, je suis allé frapper à la porte suivante. La porte s'est ouverte et un Pakistanais m'a jeté un regard noir. Je lui ai expliqué ma quête. La description de la dame voilée a de nouveau suscité une réponse et son visage est devenu moins agressif. Je ne connais pas son nom, mais elle habite juste là, au numéro 316. Je crois que c'est l'appartement du rez-de-chaussée. Je l'ai remercié et j'ai traversé la rue pour trouver le numéro 316. À un moment donné, le mur d'enceinte du jardin avait été abattu, sans doute pour créer un parking. Aujourd'hui, il n'est utilisé que pour les poubelles à roulettes. Il y avait 2 poussoirs à clochettes, dont l'un était étiqueté « appartement du haut ». L'autre n'avait pas d'indication et j'ai supposé qu'il s'agissait de l'appartement du rez-de-chaussée. J'ai appuyé sur le bouton. Pendant que j'attendais, mon estomac s'est mis à palpiter. Pourquoi étais-je nerveuse? La porte s'est ouverte et nous nous sommes regardés. Elle portait le chapeau et le voile. 5 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne prenne la parole. Eh bien. Regardez qui le vent a fait entrer. Bonjour Lily. C'est ça? Me mettre à la porte et après tous ces mois, débarquer sur le pas de la porte avec un « Bonjour Lily ». C'était juste une salutation. Elle haussa les épaules. Je suppose que tu ferais mieux d'entrer. Elle dit d'un ton peu gracieux, puis se tourne et s'en va. Je l'ai suivie, laissant la porte se refermer derrière moi. La porte de son appartement était la première à droite et elle me l'attendit. L'endroit était meublé à la mode avec ce qui ressemblait à des meubles d'occasion, mais il y en avait peu. Une chaise, une petite table et un feu électrique à la place du conduit de cheminée. Sur le côté, dos à la fenêtre, il y avait une télévision portable sur une table basse. J'ai regardé autour de moi, puis je me suis tourné vers elle alors qu'elle enlevait son chapeau et son voile. J'étais choqué au plus haut point. Bon sang de bonsoir. Que t'est-il arrivé? Son visage était en désordre. On aurait dit un modèle de visage en plastique qui aurait fondu. De grandes zones de tissu rouge vif couvraient son front et le côté gauche de son visage. Ses lèvres avaient presque disparu. Elle m'a fixé en me défiant du regard. Je pouvais voir la colère. Je suis venu voir ce que tu avais fait, Chad. Regarde bien. Tu n'as qu'à le voir une fois, moi, je le verrai dans le miroir tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. La fureur dans sa voix était indéniable. Lily. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si tu ne le savais pas, elle ricana. C'est le résultat de l'acide qu'on t'a jeté au visage. Tu pensais que ça ressemblerait à ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit, comme si je ne savais pas? Le regard provocateur s'est un peu relâché. Ne faites pas l'innocent avec moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Lily. Je n'en ai absolument aucune idée. Elle avait l'air peu sûre d'elle. L'homme qui a fait ça a dit, c'est une vengeance. Je pensais, supposer que c'était toi qui l'avais fait faire. Je secoue tristement la tête. Combien de temps avons-nous été ensemble, Lily? 6 ans, 3 mois et 17 jours. La réponse est venue si rapidement et avec tant d'assurance que j'en ai été choqué. N'as-tu pas appris à bien me connaître pendant ces 6 ans, 3 mois et, qu'est-ce que c'était? 17 jours. Crois-tu honnêtement que je ferais quelque chose, ou que je te ferais faire quelque chose comme ça? Quelque chose d'aussi haineux et plein de méchanceté. C'est ainsi que tu me voyais? Des larmes coulaient sous des paupières qui ne se fermaient plus correctement. Elle secoua la tête. Non, je ne pouvais pas. Mais il n'y a qu'une seule autre personne qui me détesterait autant que toi. Et qui était cette autre, Lily?
C'était moi. Elle s'est écriée. Moi. Chapitre 7. C'était moi. Elle a crié. Moi. Son émotion était réelle. Non, Lily. Je ne t'ai pas détesté. J'ai détesté ce que tu as fait, mais pas toi, jamais toi. J'ai refermé l'espace qui nous séparait et je l'ai prise dans mes bras. Elle tremblait, des sanglots déchirant son corps. J'ai fouillé dans ma poche pour en sortir mon mouchoir, reconnaissant d'en avoir pris un propre dans le tiroir ce matin-là. Je le lui ai tendu, ce qui a provoqué une nouvelle crise de sanglots lorsqu'elle l'a pris. 10 minutes, ou peut-être 15, je ne sais pas, elle a semblé se ressaisir. Elle m'a rendu mon mouchoir. Pourquoi es-tu venu ici, Chad? Tu sais que tu ramènes tout le mal que tu as fait. Je t'ai vu au supermarché. Je n'étais pas sûr que ce soit vous, mais la fille à la caisse m'a dit que c'était une certaine Madame Martin et elle m'a aussi dit que vous habitiez à Hathaway Road. J'ai donc pensé appeler pour voir si c'était toi et si tu allais bien. Elle m'a regardé calmement et j'ai secoué la tête. Non, Lily. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je suis venu te voir. Une partie de moi disait non, ne remue pas le passé, l'autre disait va la voir. Même en traversant la route et en sonnant la cloche, j'étais toujours en conflit et mon estomac se nouait. Elle acquiesce. Oui, Chad. Cela ressemble plus à la vérité. Je suis désolé pour les larmes. Voulez-vous une tasse de thé? Ce serait bien. Je suis aussi sec que le Sahara. Elle est allée faire chauffer la bouilloire. Passez, Chad, si vous pouvez supporter de me voir. Elle m'a montré la pièce du fond qui était sa cuisine. Merci pour l'argent de poche que vous m'envoyez. C'est une aubaine maintenant que je ne peux plus travailler. Ils regardent mon visage et je peux voir le rejet dans leur attitude. Elle poursuit. J'ai dû vendre la voiture. Je n'avais pas les moyens de payer les frais de fonctionnement et j'avais besoin d'argent. Je pouvais comprendre cela. En attendant que la bouilloire se mette à bouillir, elle a pris de la crème pour la peau et s'est oint le visage. C'est quelque chose que l'hôpital a recommandé? Elle a secoué la tête en murmurant quelque chose. Je n'ai pas entendu ça. Qu'avez-vous dit? Elle m'a fait face et a redressé les épaules. Je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai explosé. Pour l'amour du Christ, Lily. Pourquoi? Des larmes ont glissé en globules sur la crème et le long de ses joues. Je croyais que c'était toi. J'étais tellement sûr que c'était toi qui l'avais arrangé et que si j'allais à l'hôpital, la police enquêterait et viendrait t'arrêter. Et je ne voulais pas que tu aies des ennuis. Je t'avais déjà causé assez de peine sans en rajouter. Les mots sont sortis tout seuls. J'ai été frappé de stupeur. Elle avait accepté la douleur et la destruction de son visage uniquement parce qu'elle pensait que j'aurais des ennuis avec la police. Dire que j'étais stupéfait et humilié serait un euphémisme. Lily, même si j'avais provoqué cette situation, tu aurais dû aller à l'hôpital. Tu avais besoin d'être soigné. Celui qui a organisé l'attaque mérite toute la punition qui l'attend. Si tu étais allé à l'hôpital, au moins la police aurait eu une chance de trouver le coupable. Je devais insister sur mon refus. Lily. Ce n'était pas moi. Je ne pouvais pas te faire ça. Elle m'a regardé dans les yeux, comme si elle lisait les pensées qui s'y cachaient, puis a hoché la tête en signe d'acceptation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment as-tu fait pour ne pas appeler une ambulance? C'était un lundi et je me préparais à aller travailler quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert la porte. Il y avait là un homme maigre, grand mais très mince, qui m'a demandé si j'étais Madame Martin. Il m'a demandé si j'étais Madame Martin. J'ai répondu par l'affirmative et il m'a dit, c'est la vengeance. Je crois me souvenir qu'il tenait une bouteille en verre dans sa main, qu'il l'a fait tourner et que la chose suivante dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un liquide froid sur mon visage. Puis il a commencé à brûler et je pouvais le sentir. Je savais que c'était de l'acide. Il s'est enfui dès que le produit a touché mon visage. Je pense que j'ai fermé les yeux instinctivement. J'ai essayé de trouver un chiffon pour l'essuyer, mais un souvenir concernant la dilution de l'acide m'est revenu à l'esprit. J'ai trouvé le chemin de la salle de bain et je me suis mis sous la douche. Je crois que j'y suis resté 1 heure. Mes vêtements et mes cheveux étaient trempés. J'étais glacé jusqu'aux os, mais mon visage était encore brûlant. J'ai ouvert les yeux et je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu une masse de chair rouge et boursouflée, toute gonflée. J'ai su alors que je ne serais plus jamais jolie. En se souvenant et en racontant cet épisode, elle a de nouveau pleuré. Je n'ai rien pu faire d'autre que de l'entourer de mes bras. Elle a utilisé mon mouchoir pour sécher d'autres larmes. Mon esprit était en ébullition, mais soudain, de ses pensées tourbillonnantes, jaillit un rayon de lumière. Bennington. Lily se retourna après avoir versé le thé. Qu'est-ce qu'il a? Bennington l'a fait. Comment le savez-vous? Pouvons-nous nous asseoir? J'ai une histoire à vous raconter.
Elle m'a dit de m'asseoir dans le seul fauteuil et a sorti une chaise de la table. J'ai expliqué toute l'histoire de Bennington, Askin et Wellow. Ce que j'avais fait pour me venger et au fur et à mesure que je racontais l'histoire, je me suis rendu compte que la première réaction de Lily était à la fois juste et erronée. C'étaient mes actions. J'avais déclenché la séquence d'événements qui l'avaient blessé. Si je ne m'étais pas vengé de Bennington, Lily n'aurait pas eu à subir cette attaque ignoble. Ce que j'ai fait a ruiné Bennington. Il ira probablement en prison. Et je devais lui faire savoir que c'était votre mari qui lui avait fait ça. J'avais besoin qu'il le sache. Peut-être qu'il a décidé de riposter et que vous avez supporté la douleur. Lily, je suis vraiment désolé, je n'ai pas pensé un seul instant que cela rebondirait sur vous. Je ne vois pas les choses de cette façon, Chad. Je suis heureux que tu aies pris ta revanche. Si c'était Bennington, ce qui m'est arrivé n'était qu'un effet secondaire imprévu. Tu sembles le prendre à la légère. Lily sourit amèrement. Cela n'a plus d'importance. Elle indiqua son visage. C'est arrivé et il n'y a rien qui puisse arranger les choses. Je m'étais fait une raison depuis un moment déjà. Qu'elle soit prête à souffrir toute cette agonie seule, simplement pour me protéger de ce qu'elle pensait être une arrestation et une punition en disait long. Quoi qu'elle ait fait, elle avait certainement payé sa pénitence. À mon avis, une pénitence plus grande que quiconque pourrait demander. Elle avait accepté d'être défigurée pour m'éviter un emprisonnement supposé. Je devais une vie à Lily. Avec prudence, j'ai demandé. Lily. Reviendras-tu à la maison? Appelle ça de la compassion, de la sympathie, de la culpabilité, peu importe. C'est toujours de l'amour. Je t'ai dit que je ne pouvais pas cesser de t'aimer, et je ne l'ai pas fait. Je voulais que tu souffres comme je souffrais. Je voulais que tu ressentes la même douleur que moi. Mais jamais, en 1000 ans, je n'aurais souhaité que tu souffres comme tu l'as fait. Nous allons vous emmener chez un chirurgien esthétique et voir ce qu'il est possible de faire. Mais s'il te plaît, Lily. Viens à la maison avec moi, je veux prendre soin de toi. Elle a secoué la tête. Non, Chad. Je ne peux pas faire ça. Elle a levé la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Laisse-moi te dire ici et maintenant. Chad, je t'aimais à l'époque, et je t'aime encore aujourd'hui. Je serais folle de joie de penser que nous pourrions nous retrouver et que ce serait comme avant. Mais ce ne sera pas le cas. Je t'ai fait tellement de mal. Ce n'était pas délibéré, mais j'ai quand même détruit quelque chose. Je ne peux pas repartir comme si de rien n'était. Tu me regarderais encore et tu verrais ce visage et pourquoi il est comme ça. Alors ta colère reviendrait. C'est quelque chose dont nous devons parler. Nous devons tous les deux comprendre. J'ai parlé avec Madame Dax et elle m'a dit certaines choses qui me font penser que je ne connaissais pas toute l'histoire. Madame Dax? Je pouvais entendre l'étonnement dans sa voix. Oui. Je suppose que l'on peut dire que je la connais maintenant, ainsi que le lieutenant-général Stanley. Après tout, j'ai interféré dans leurs affaires pour me débarrasser de Bennington et il semble maintenant me considérer comme une sorte de conseiller en affaires. Qu'a-t-elle dit? Il semblerait que Bennington était un séducteur en série. Vous, Lily, étiez l'une d'entre eux. Ce n'est qu'une fois qu'il a été congédié que quelqu'un en a parlé. J'imagine qu'il était doué avec les mots et qu'il a tissé une histoire qui vous attirait. C'est ce qu'il a fait. Il m'a invité à déjeuner, disant que c'était quelque chose qu'il faisait occasionnellement avec tous les employés. Il m'a dit que l'entreprise était en difficulté. J'ai pensé qu'il avait tort de me dire cela. Il a poursuivi en disant qu'il avait une chance d'attirer un nouveau client qui nous ferait des affaires régulièrement pendant des mois, voire des années. S'il parvenait à obtenir ce contrat, les licenciements qu'il avait prévus ne seraient pas nécessaires. Il m'a dit que je pouvais l'aider. Je voulais l'aider. La seule chose que j'ai trouvée bizarre, c'est qu'il insistait toujours pour que nous allions dans ma voiture. C'est tout à fait exact. Il vous flatte en vous disant qu'il a besoin de votre aide, puis il vous culpabilise si vous ne l'aidez pas. Vous seriez à blâmer si vos amis et collègues perdaient leur emploi. Pour ce qui est de la voiture, je suppose que sa Jag était facilement reconnaissable et que s'il conduisait une jolie jeune femme dans la ville, elle serait retrouvée. Quand vous le dites comme ça paraît plausible. Elle m'a regardé pour voir si elle avait utilisé le bon mot, ce qu'elle faisait de temps en temps lorsque nous parlions à la maison. Ce petit geste m'a fait chaud au cœur. Dites-moi Chad, vous semblez connaître la routine, êtes-vous un séducteur en série? Elle avait un léger sourire. Un sourire qui était le moteur de ma journée. Le sourire qui faisait que ma vie valait la peine d'être vécue. Non, Lily. La seule fille que j'ai jamais voulu séduire, c'est toi. Tu as l'air de savoir ce qu'il faisait. Elle secoua la tête. Tu étais le seul homme que je voulais séduire. Elle m'a fait un sourire triste. Mais pour répondre à ta question, non, je ne voulais pas. Pas à l'époque. Il m'a dit qu'il allait recevoir ces deux hommes de cette société à déjeuner,
et m'a demandé si je voulais bien jouer le rôle d'hôtesse. J'ai préparé des boissons et j'ai été gentil avec eux. C'était le genre de travail que faisait une réceptionniste. C'était mon travail, mais à l'hôtel plutôt qu'au bureau. Je ne sais pas s'il avait prévu ce qui s'est passé. J'ai eu des mois pour y réfléchir et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'ai été si stupide. Il fallait que je pose la question difficile. Sur le DVD, elle semblait heureuse de prendre les rênes de sa propre séduction. Je suis désolé de vous demander cela, mais vous aviez l'air très heureux lors de ce déjeuner. Je pense que oui. Les discussions avec M. Asquin et M. Wellow se déroulaient bien, même si je ne prétends pas avoir tout compris. Il semblait que nous allions obtenir le contrat. J'étais heureuse, je m'en souviens, très heureuse et je suppose que je flirtais avec eux. Ils avaient été très gentils avec moi, me complimentant sans cesse, me disant que mon sourire avait embelli leur journée. Les femmes réagissent à cela. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée de me déshabiller. Je suppose que je l'ai fait pour leur dire que j'appréciais leur comportement et les rendre heureuses. Je n'ai pas pensé qu'elles y verraient un signe que j'étais prête à avoir des relations sexuelles avec elles. C'est vraiment stupide. Les femmes savent que si elles se déshabillent pour un homme, il sera excité, mais je n'y ai pas pensé, cela ne m'a jamais effleuré l'esprit. Je crois qu'il a planifié ce qui s'est passé. On m'a dit qu'il avait utilisé une drogue à plusieurs reprises. Probablement glissé dans votre boisson. Je soupçonne que votre euphorie, votre manque d'inhibition et votre cerveau embrouillé y sont pour quelque chose. Lily secoue la tête. Non, Chad. Je préparais les boissons. C'est pour ça que j'étais là. Pas toutes les boissons, Lily. Juste après le déjeuner. Il a versé les boissons. Je ne pense pas, Chad. C'était sur le DVD, Lily. Il a versé les boissons à cette occasion. Vous êtes sûr? Positive. Je ne m'en souviens pas, l'importance des possibilités lui a ouvert les yeux et la compréhension est arrivée avec elle. Le salaud! Elle a soudain crié. Depuis que je connais Lily, elle n'a jamais juré. Je voulais dissiper l'idée qu'elle avait pu aller dans une chambre avec lui à une autre occasion. C'était la seule fois. Oui. En y repensant, je crois qu'il y a eu une fois où il allait essayer. L'une des filles m'a dit après ce vendredi qu'il avait réservé une chambre quelques semaines auparavant. Je n'ai pas pu y aller car je remplaçais l'une des secrétaires qui était rentrée chez elle avec un malaise ce jour-là. C'est incroyable. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre se sente mal ce vendredi-là. Le ton de Lily en me racontant cela était si naturel que j'ai douté qu'elle dise la vérité. Le fait de raconter à nouveau l'histoire l'a beaucoup émue et elle a pleuré à nouveau. Je suis allé la réconforter. Elle a marmonné des imprécations et traité Bennington de tous les noms. Je n'ai rien dit alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de ses manipulations. Soudain, elle m'a serré dans ses bras. Oh, Chad. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai ressorti mon mouchoir trempé pour sécher ses larmes. J'ai levé son visage et l'ai embrassé. Ses lèvres n'étaient plus que de minces vestiges de celles qu'elle avait auparavant, mais je les ai embrassées. Lily était choquée. Comment peux-tu faire ça? Je suis laide et couverte de cicatrices. Tu es toujours la Lily dont je suis tombé amoureux. Oui, tu étais jolie, mais je suis tombé amoureux de la personne que tu étais, pas de ton apparence. Tu es toujours cette personne. Cette personne est belle et je l'aime toujours. Les larmes coulent encore sur son visage, en contradiction avec le sourire qu'elle arbore maintenant. Puis-je changer d'avis? Puis-je rentrer à la maison, s'il te plaît Chad? Je veux que tu rentres à la maison. Chapitre 8 et épilogue. Lily n'avait pas emporté tous ses vêtements lorsque je l'ai fait partir, et sa garde-robe était telle qu'elle l'avait laissée. Son expression faisait plaisir à voir lorsqu'elle passait ses mains sur les robes et les costumes. Elle a choisi une robe et un tailleur qu'elle a jetés avec colère sur le sol. Ceux-là vont à la poubelle. J'avais voulu les jeter, mais je n'avais jamais pu me résoudre à ouvrir l'armoire de Lily. Ce serait comme ouvrir la boîte à chagrin. Elle a remplacé ses produits de beauté dans la salle de bain, tout en faisant une remarque. Je n'en aurais pas l'utilité, mais je suis heureuse de les retrouver sur cette étagère. Elle s'arrêta soudain en sortant de la salle de bain. Chad. Tu préfères que je dorme dans la chambre d'amis? Non, je ne préférerais pas. J'ai répondu fermement. Je veux que tu retournes à ta place, dans notre lit, en dormant à côté de moi. Il ne s'agit pas d'une maison de transition. Nous réussirons ensemble ou nous échouerons ensemble. Mais je ne m'attends pas à un échec. En ce qui concerne ton maquillage, je suis content qu'il soit de retour sur cette étagère. J'y ai eu trop de place ces derniers mois. Nous trouverons aussi un bon chirurgien esthétique, on ne sait jamais, vous pourriez en avoir besoin à nouveau. Abbess Roding n'avait pas de magasin de plats à emporter, pas même cette nécessité britannique qu'est l'omniprésence du fish and chip. Lorsque Lily est rentrée à la maison, il était déjà bien tard,
j'ai donc conduit jusqu'au pub et j'ai demandé à Bernard, le propriétaire, s'il pouvait me préparer quelques repas. J'y avais souvent dîné au cours des mois passés sans Lily, et il était ravi de le faire. Nous nous sommes assis ensemble pour la première fois depuis 18 mois. Elle était très émotive, mais nous avons apprécié le repas. Lily a lavé les assiettes dans l'évier, les mains plongées dans l'eau chaude savonneuse en chantonnant joyeusement, les a séchées et les a remises dans le sac que Bernard m'avait prêté. Pendant un moment, elle s'est promenée dans la maison, touchant les chaises, les tables, les bibelots. Je l'ai regardée avec tendresse renouer avec son environnement familier, sachant que j'avais eu raison de lui demander de rentrer à la maison. C'était étrange de se préparer à aller au lit. Nous étions tous les deux hésitants, nous trouvions de petites tâches de dernière minute à accomplir, nous repoussions le moment, craignant que l'étincelle ne se soit éteinte avec les 18 mois d'écart. Pourtant, lorsque nous nous sommes glissés dans le lit, j'ai roulé vers Lily et elle est venue dans mes bras si naturellement que le temps qui nous séparait est devenu insignifiant. Les émotions fortes que nous avions vécues ce jour-là drainaient le corps et nous étions tous les deux fatigués. Faire l'amour n'était pas une priorité, redevenir un couple l'était et se serrer l'un contre l'autre était l'un des moyens d'y parvenir. Prendre Lily dans mes bras alors que nous nous blottissions dans la chaleur de notre lit a été l'un des moments les plus heureux de ma vie. C'était du plaisir, du contentement et de la joie, le tout servi en une seule émotion. Lily soupira lourdement. Il y a 6 heures, j'aurais dit que je n'apprécierais plus jamais les bras de mon mari autour de moi. Pourtant, je suis là, il est là et il me tient comme avant. 6 heures pour que ma vie change complètement. Merci Chad. Merci d'avoir été assez fort pour me pardonner. Merci de m'aimer assez pour ignorer mon visage hideux. Et merci d'être simplement toi. Ma force et mon soutien. J'ai légèrement bougé et j'ai embrassé ses lèvres, des larmes silencieuses roulaient sur ses joues. Je les ai léchées. Ce sont des larmes de bonheur, Chad mon homme chéri. Du bonheur. Le travail a été mis en veilleuse pendant quelques jours, tandis que Lily et moi reprenions contact dans la vie de tous les jours. J'avais fait peu de changements dans notre maison, me contentant de déplacer 1 ou 2 ornements et d'enlever les photos qui étaient devenues un peu trop émotionnelles pour que je puisse vivre avec. Lily les a retrouvées lentement et discrètement. Elle ne les a pas replacées là où elles se trouvaient auparavant, elle leur a trouvé une autre place. Sans mots, elle a reconnu que notre vie précédente n'existait plus et que nous devions en créer une nouvelle ensemble, qu'elle aidait à construire. Nous ne sortions pas du village. Même avec son chapeau et son voile, elle était gênée par les blessures de son visage. Lorsque j'ai repris le travail, le service des messages avait beaucoup à faire. Franck avait téléphoné plusieurs fois et je l'ai rappelé en priorité. Il a d'abord été laconique, me reprochant de ne pas être là quand il voulait me parler. Puis son ton a changé. Je vois que Lily est de retour. Je n'aurais pas dû être surpris qu'il le sache. Franck a des moyens de garder un œil sur tous ceux qu'il considère comme utiles pour lui. Oui. Tu es donc humain après tout, Jess. Je suis heureux de le savoir. Bienvenue dans le monde réel. J'ai entendu dire qu'elle avait eu un accident. Je n'appellerai pas ça un accident. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai souri intérieurement, le canal d'information de Franck n'était pas aussi bon qu'il le pensait. Un salaud lui a jeté de l'acide au visage. Merde. Il y a eu un silence pendant un moment. Franck avait vu la photo de Lily que je gardais dans mon bureau et avait souvent dit qu'il ne comprenait pas comment je parvenais à avoir une femme aussi belle qu'elle. Qui a fait ça? Il finit par demander. Je n'en sais rien. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'il était grand et maigre. J'ai des soupçons sur la personne qui a voulu le faire. Le grand maigre, c'est Harry Splash. C'est le seul méchant qui ferait ça. Je lui parlerai et je le découvrirai. Quand tu l'auras fait, fais-le-moi savoir. Non Jess. Ta façon de faire ne fonctionnera pas maintenant. Tu refuserais la punition nécessaire pour cela. Les gens te considèrent comme faisant partie de mon équipe, et je dois maintenir le respect. Je ne peux pas laisser les autres penser qu'ils peuvent faire ça à l'un de mes amis et s'en sortir. Franck n'a plus jamais parlé de l'incident. Je savais qu'il ne l'aurait pas oublié. Le retour de Lily à la maison devint bientôt normal. À ma suggestion, elle me conduisait à la gare le matin et venait me chercher le soir. J'ai fait cela pour qu'elle ait la liberté d'utiliser la voiture pendant la journée, mais en dehors des courses, elle n'allait nulle part. Madame Solby ne venait plus qu'une fois par semaine, car Lily insistait pour faire toutes les tâches ménagères. Je soupçonne Madame Solby d'avoir été surprise par le retour de Lily, mais je crois qu'elle s'en est réjouie. Elle avait l'âme joviale et régalait tous ceux qui voulaient bien l'écouter de tous les potins du village, mais à ma connaissance, elle n'avait jamais parlé du visage de Lily à qui que ce soit. Bien sûr, la vie du village étant ce qu'elle est, la plupart des habitants étaient au courant de toute façon. Le réseau de clôture du jardin fonctionnait très efficacement. Lily n'en faisait pas étalage mais, gagnant en confiance,
elle s'est rendue une ou deux fois au magasin du village sans son voile. Je crois qu'elle a raconté à ceux qui le lui demandaient qu'elle avait eu un accident avec de l'huile de cuisson chaude. Nous nous étions connectés physiquement. Nous avons fait l'amour lors d'une nuit merveilleuse et imprévue. Serrés dans les bras l'un de l'autre, luisant de notre transpiration, humides l'un sur l'autre après notre plaisir mutuel, ce fut une révélation. J'avais pensé que l'un de nous deux, ou les deux, se sentirait retenu à cause de ce qui s'était passé. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien d'autre que de l'amour entre nous. Lily aimait toujours parler après avoir fait l'amour, en fait, elle aimait parler n'importe quand. Alors que nous étions allongés en train de récupérer, je m'attendais à ce qu'elle me dise quelque chose. Étonnamment, elle est restée silencieuse. En plaisantant, je lui ai demandé si elle avait perdu sa langue. Non, Chad. C'est juste que les mots me manquent. C'est comme notre première fois à Tenerife. Tu t'en souviens? Je ne savais plus quoi dire à l'époque. Comment pourrais-je l'oublier? Tu es venu à moi et tu m'as donné non seulement ton corps, mais aussi toi-même. Le cadeau le plus précieux qu'on m'ait jamais fait. Ses bras se sont resserrés sur mon corps en signe de reconnaissance de ces mots d'amour. Tu m'as donné toi aussi, Chad. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse me donner autant de plaisir. Mais tu l'as fait. J'ai eu l'impression que ce soir était une autre première nuit de lune de miel. D'une certaine manière, Lily. Nous avons choisi un chirurgien esthétique, James Waterman. Il consultait bien sur Harley Street et son prix était élevé. Mais il était sincère. Les tissus brûlés pouvaient bénéficier de greffes, et il pouvait reconstruire les paupières et les lèvres de Lily. Mais il nous a prévenu qu'il ne pourrait pas lui rendre son visage tel qu'il était. Il a demandé pourquoi Lily n'avait pas été soignée à l'hôpital. Je lui ai expliqué que nous étions séparés au moment des faits et que Lily avait cru à tort que j'étais responsable et n'avait donc pas cherché à se faire soigner pour ne pas avoir d'ennui. Il était étonné. Votre femme doit vous aimer beaucoup, monsieur Martin. Lily a répondu. Je l'aime beaucoup, monsieur Waterman. De retour dans la voiture, nous avons discuté de la consultation. J'étais déçu, mais Lily était pragmatique. Chad, même s'il ne peut pas me rendre mon visage tel qu'il était avant, cela aura un avantage. Je peux me regarder dans le miroir et voir ce que je suis, et me rappeler pourquoi je suis comme ça. Mon visage dans le miroir est un avertissement quotidien pour ne plus faire confiance aux bâtards désinvoltes. Je t'appartiens. Elle hésite un instant avant de poursuivre. Ce serait bien de pouvoir fermer complètement les yeux. Il m'abreuve tellement. Je comprenais sa logique, même si j'étais déçu qu'elle ne soit plus jamais la Lily que j'avais appréciée auparavant. La chirurgie esthétique a duré environ 3 mois. Lily était ravie du résultat, mais lorsqu'elle a pu se regarder dans le miroir pour la première fois, elle a été horrifiée par les ecchymoses. Elle a passé 3 semaines à l'hôpital, le temps de récupérer après chaque intervention. Il y avait quelques petites cicatrices, mais monsieur Waterman avait réussi à les dissimuler sous la mâchoire et dans les rides sous les yeux. Le résultat le plus important pour Lily était qu'elle pouvait fermer les yeux correctement. Elle n'aurait jamais de cils, mais ce n'est pas bien grave pour une femme, les faux cils font très bien l'affaire. Elle était également ravie d'avoir à nouveau des lèvres. Une caractéristique qu'elle testait fréquemment, réclamant des baisers à chaque occasion. J'ai également apprécié ces tests. Bien qu'il s'agisse d'une grande amélioration, monsieur Waterman nous avait dit la vérité. Même avec les greffes, le visage de Lily avait encore un peu cet aspect de plastique fondu, un peu comme les séquelles d'une attaque cérébrale. Elle vivra avec cela jusqu'à sa mort. À part le fait que je sois comptable, Lily ne savait rien de mes clients et de la façon dont ils gagnaient de l'argent. J'ai pensé qu'il fallait faire connaître mon travail. Nous nous sommes assis un week-end et j'ai expliqué ce que je faisais et pour qui. J'ai également expliqué comment ils gagnaient leur argent. Elle m'a surpris en gloussant. J'ai dit quelque chose de drôle? Non, Chad. J'ai juste essayé de t'imaginer en gangster. Alors? Non, ça n'a pas marché. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Mais vous êtes la dernière personne que l'on pourrait imaginer comme étant malhonnête. J'ai souri. C'est bien. C'est l'impression que je veux donner. Nous avons parlé de mon plan de retraite. Elle s'est montrée très enthousiaste à ce sujet. Oui, irions-nous? Je pensais que l'Espagne ou Chypre ferait l'affaire. Il ne viendrait pas te chercher? J'ai haussé les épaules. Cela n'arrivera que si je ne fais pas attention. Je continuerai à faire attention et dans quelques années, nous pourrons laisser tout cela derrière nous. Elle regardait notre maison d'un air pensif. Ce serait vraiment dommage de partir d'ici. J'aime beaucoup cette maison et la région. J'y avais pensé aussi. La région de Roudine était très agréable à vivre. Nous pourrions acheter une villa et passer l'hiver à l'étranger. Son visage s'est éclairci. N'est-ce pas, Chad? Cela vous conviendrait-il? Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas.
Si c'est ce que tu veux, nous pouvons chercher maintenant. Que dirais-tu de vacances au soleil? J'adorerais. Je pourrais acheter des bikinis et bronzer ou même me mettre torse nu. Et si tu es très gentil, j'enlèverai aussi le bas quand nous serons seuls ensemble. Elle ricane malicieusement. Ensuite, tu pourras me faire plaisir quand tu en auras envie. Elle marqua une pause, une lueur lascive apparaissant dans ses yeux. Souvent, j'espère. J'espère. Je me suis dit qu'il fallait que je réserve des vacances au plus vite. Les plaisirs qui s'offraient à moi étaient trop importants pour que je les attende. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'auraient pas repris une femme infidèle, mais qui, en même temps, s'attendent à ce que leur femme leur pardonne et oublie leurs indiscrétions. C'est leur choix. J'ai fait un choix différent. Lily a été stupide et s'est mise dans une situation qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'ai lu suffisamment de choses, depuis que Terry Dax en a parlé, sur les effets de ces drogues dites du viol, pour savoir qu'elles affectent les gens différemment. Bennington était intelligent, il savait comment manipuler la victime qu'il avait choisie et savait exactement quand lui administrer la drogue. En conséquence, il a payé, Askin et Wellow ont payé et j'ai payé pour ses actions. Mais c'est Lily qui a payé le plus. Il arrive un moment où l'ego et l'orgueil doivent être mis de côté et où la compassion, l'humanité et l'amour doivent guider nos décisions. Pas dans tous les cas, car chaque situation est différente. Ma femme vivra avec les preuves physiques et mentales de sa déchéance jusqu'à la fin de ses jours. Certains diront que trompeur un jour, trompeur toujours, mais comme tous les aphorismes, ce n'est pas gravé dans le marbre. Un soir, la BBC a diffusé un reportage sur un certain Harold Attingham, dont le corps a été repêché dans la Tamise par la police fluviale. Selon la police, ses blessures avaient été infligées avant qu'il ne tombe à l'eau et semblaient résulter d'une attaque à l'acide. 2 mois plus tard, un reportage diffusé au journal télévisé du soir me rappela une fois de plus ma conversation avec Frank. Il semblerait qu'un détenu de la prison ouverte de Sudbury ait été attaqué. Le coupable avait utilisé un couteau de table ordinaire, volé dans les cuisines et grossièrement aiguisé, pour scier le visage et le cou de la victime. Les blessures ne mettaient pas en danger la vie de la victime, mais elle en garderait d'horribles séquelles à vie. La victime était un certain W.A. Bennington. La tradition de l'East End se poursuit.